J'ai créé mon entreprise le 1er janvier 2022. Je fais près de 30 000 euros de chiffre d'affaires en un mois. Je voulais devenir footballeur comme Tiakola. Le tout premier salaire, c'était un salaire de 80 000. Et c'était à quel poste? Directeur marketing. J'ai lancé mes premiers startups en deuxième année. On s'est cassé la gueule littéralement. Généralement, en entrepreneuriat, il faut 3 choses. Si tu n'as pas ces 3 choses, c'est très compliqué de réussir. Comment tu as vécu concrètement ta première vente? Pour moi, ça a été 2 moments. Premièrement, les premiers clients qu'on a signés pour Marketing Lab. Et deuxièmement, mon tout premier lancement à 2,5 millions. Le closing, c'est l'art de vendre sans vendre. Comment est-ce que tu penses que le closing pourrait aider les e-commerçants en Afrique? Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouvel épisode de mon podcast qui n'a toujours pas de nom aux dernières nouvelles. Podcast dans lequel j'ai choisi d'inviter des entrepreneurs inspirants qui sont parvenus à réaliser des choses en partant de rien, juste pour vous montrer que vous aussi c'est possible, parce qu'il y a une audience essentiellement jeune, et qui dit jeune dit voilà, des gens qui se posent plein de questions sur leur futur, leur avenir. Et le but de ce podcast c'est surtout ça, c'est de vous montrer que c'est possible et d'éviter des gens qui sont partis de rien et qui ont réussi à réaliser des choses grâce à leur vie. Donc c'est tout. Aujourd'hui, nous recevons M. Béni Tossou pour ce podcast-là. Et donc, d'entrée de jeu, je vais te demander de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et de raconter un peu brièvement ton histoire. Commence par la présentation déjà. Présentation, bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Béni Tossou. Je suis un entrepreneur, je suis d'origine béninoise. J'ai créé mon entreprise le 1er janvier 2022. Et notre objectif, en fait, aujourd'hui, si je vais, fast forward 3 ans après, c'est d'accompagner des personnes qui ont une expertise à pouvoir la monétiser en ligne à travers des accompagnements, de la formation, du coaching. Okay. Tu vois un peu. Donc, fondamentalement, tu as une expertise, tu es bon dans un domaine, tu as envie de lancer ton propre business d'accompagnement, de coaching, de formation. On te donne tous nos process qui nous ont aidés, nous, à lancer plusieurs offres de formation, de coaching et d'accompagnement, à générer plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires depuis l'Afrique, bien sûr, et à pouvoir, en fait, justement, arriver à ce type de succès dans le business de l'éducation en général. Parce que, fondamentalement, moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle façon, il y a une nouvelle dynamique dans la façon dont on apprend. Ouais. Avant qu'on allait à l'école, c'était simple parce que on te donne ce que tu dois faire et à la fin en fait de la journée, tu dois faire des examens et tout. Mais généralement, on n'était pas vraiment passionné parce que on te force à faire quelque chose ou à apprendre quelque chose que tu n'as pas envie d'apprendre. Généralement, tu te rappelles les cours de physique, de mathématiques qu'on a fait et tout. Pythagore, théorème de Pythagore. Je ne sais pas ce qu'on en fait aujourd'hui. Oui. Et moi, je crois en cette nouvelle façon de s'éduquer, qui est en fait de s'éduquer sur des sujets dont on a besoin. Tu vas aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, je sais pas, toi tu as des problèmes de comptabilité ou de gestion financière, tu engages quelqu'un ou tu te fais former dessus. Tout à fait. Cette éducation-là, elle est pragmatique parce qu'elle vient d'un problème de besoin que tu as et tu as besoin d'information et d'éducation pour la résoudre. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous on fait avec Marketing Lab. À côté de ça aussi, au fur et à mesure que les années passaient, parce que là je suis dans ma 3e année d'entrepreneuriat, j'ai créé 2 autres entreprises. La première et la deuxième, elle s'appelle Cost Lab, dont l'objectif en fait est d'aider tous les formateurs justement qu'on accompagne sur Marketing Lab, ma première entreprise, à pouvoir héberger leur formation, leur coaching ou leur accompagnement. Donc, c'est un peu leur plateforme qui leur permet d'être au bureau, de travailler avec le client, faire des calls avec le client, faire des lives, enregistrer leur formation. Et la 3e entreprise que j'ai lancée récemment, c'est PodLab, qui est un studio de tournage d'enregistrement au Bénin. Où on est même actuellement. On est actuellement et tout, qui est venu aussi de besoin de comment est-ce qu'en fait on crée du contenu de qualité sans forcément voyager, aller à Dubaï. À Dubaï, ouais. Voilà. Tout à fait. Donc, si je dois me présenter de façon longue ou succincte, je ne sais pas, c'est un peu ça. C'était quand même un peu concentré, donc on a bien compris. Mais dis-moi, aujourd'hui, tu es à la tête de plusieurs entreprises qui font pas mal d'argent et tout. Donc, tu as combien de collaborateurs à l'heure actuelle? Une quinzaine. Hein. Une quinzaine de collaborateurs. Une quinzaine. Voilà. Et tu as 26 ans. C'est bien ça. Mais comment ça s'est passé en fait? Comment tu passes d'étudiant? Quelle est ton histoire? D'où tu viens? Comment est-ce que tu es parvenu à réaliser ça aussitôt? Et parce que je me dis bien que il y a quelques années, tu étais sûrement étudiant ou salarié, etc. Comment est-ce que le déclic s'est fait? Et raconte-nous ton histoire. Comment est-ce que tu es allé? Déjà même, le Béni, quand il était au cours secondaire, comment est-ce qu'il était? Quel genre d'élève il était? Ça dépend. Cours secondaire, à partir de quand, non? Moi, mon cours secondaire, de ce que je sais, j'ai dans ma tête, j'ai ça en 2 niveaux. Ok. J'ai cours secondaire avant le 13 février de la 4e, j'étais en 4e quand ma mère est morte, 21 février, tu vois. Et après ce 21 février-là, c'était un autre cours secondaire pour moi. Ok. Parce qu'avant ça, j'étais un élève banal, 18e de la classe,
15e de la classe. Pas que je m'en foutais, mais je Oui. faisais à peu près ce qu'il fallait faire. Pour passer, quoi. J'ai un professeur en SVT qui disait tu as juste ce qu'il faut pour ne pas Pour ne mourir. pas mourir. C'était ça la Exactement, moyenne, je quoi, connais, tu vois. ouais. Donc, parce que j'avais pas vraiment une motivation particulière. Je comprends. Mais quand ma mère est morte, en classe de 4e, j'ai compris que en fait, ma vie serait différente. Parce que quand ma mère était en vie, je voulais devenir footballeur comme Tiakola, tu vois. Wow. Et ce qui s'est passé, c'est que ma mère, elle allait au marché revenir. Oui. Elle allait au marché dans ton Quel père poste, revenir. quel poste Oh, déjà, attaquant numéro 7. Attaquant numéro Ouais, 7. ailier. Je voulais numéro 10 ou 7 ailier. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Ah, je voulais aller au Notre fond. Steve Mounier. Oui. Même mieux. Ah, mais moi, Même mieux, ouais, j'étais trop- Ronaldo, Lionel Messi, Ah tu vois. ouais. Et c'était ça. Donc, quand elle est morte, en fait, il n'y avait plus personne pour investir dans mes rêves. Mhm. Tu vois. Donc, je me disais, OK, l'école de foot, c'est mort. Donc là, c'est comme si, en fait, il y avait une prise de conscience. En mode, tu fais face à ta vie et si tu ne réussis pas ta vie, bah, c'est ton problème, tout Mhm. simplement. Mhm. Donc, je vais commencer par poser les pas qu'il fallait poser pour réussir ma vie, tu Mhm. vois. Et ça n'a pas été facile parce que... Quels étaient ses premiers pas là, on va dire? Ok, en classe de 4e, mon père venait de prendre sa retraite il y a 2 ans. Il venait de Ok. faire 2 ans à la retraite. Ok. Et on n'avait pas l'eau à la maison. On vivait à Calavi, pour ceux Mhm. qui connaissent Cotonou ou le Bénin. On vivait à Bomé-Calavi, à Kassoto plus précisément. Mhm. Et on n'avait pas l'eau à la maison. Donc, on devait sortir à chaque fois pour aller prendre l'eau chez les voisins et tout. Mhm. Première difficulté. Mhm. Deuxième difficulté, mon père n'avait pas de pension. Mon père était un fonctionnaire de l'État à la retraite, mais généralement, pour ceux qui savent comment la fonction publique fonctionne, en fait, quand tu pars à la retraite, avant que ta situation ne soit régularisée, Oui. que tu commences par recevoir ta pension, 2, 3, 4, 5 ans peuvent Peut passer. passer, effectivement. Donc, généralement, c'est avec les économies qu'on part à la retraite Mhm. qu'on gère les premières années. Mhm. Donc, en 4e, mon père venait faire 2 ans à la retraite, mais il ne prenait toujours pas De pension. de pension. Donc, c'était la galère parce que c'était avec les petites économies qui se géraient. Mais mon père était quelqu'un qui comptait beaucoup sur sa femme parce que sa femme était commerçante Mhm. au marché d'Antokpa. Mhm. Donc, les mamans commerçantes, pour ceux qui connaissent un peu le Bénin, c'est des mamans qui, africaines hein, en général, c'est des Bien mamans sûr. qui nourrissent la famille. Oui. Oui, même si papa donne la popote, c'est pas ça qui achète, c'est pas ça qui nourrit une famille de Tout à 6 fait. enfants. Nous, on était 6 pour notre maman. En plus de ça, tu vas compter chaque des cousins, des neveux, des nièces qui étaient là tout le temps. On était tout le temps 11, 12 à la maison. Donc, c'est pas avec, je sais pas combien le salaire de papa que tu nourris 12 personnes chaque soir. Tout à fait. C'est maman qui faisait le gros du travail. Mhm. Et donc, quand ma mère est morte, il n'y avait plus cet apport financier. Papa n'avait pas de pension. Donc, automatiquement, on s'est rendu compte à quel point notre père il était fauché et que, voilà, on était dans une famille un peu fauchée. Fauché. Et du coup, en fait, manger, c'était devenu difficile. On se nourrissait beaucoup de gari, beaucoup de... J'ai pas envie de raconter tout ce truc, mais en gros, parce que les gens sur Internet, tu connais, ils vont dire c'est doi, que c'est, vas-y, c'est du storytelling, tout ça. Et Comprends. que, bon, voilà. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Oui. Mais ce que je peux juste dire du Béni, en fait, avant la 4e, c'est le Béni qui n'était pas très conscient de lui-même et de la vie. Mais le Béni après la 4e, c'est le Béni qui est devenu très conscient de lui-même et qui comprend qu'en fait, dans la vie, tu n'as personne. Mhm. Tu n'as même pas tes parents qui vont vraiment t'en sortir, en fait. Tu vois, Mhm. toi, je ne pense pas que c'est tes parents qui t'ont permis de t'en sortir. Ils t'ont donné la base. Bien sûr. Mais si tu n'avais pas pris les décisions, tu ne serais pas là, en fait. Parce Bien que sûr. tu vas voir des gens qui ont été dans le même environnement que toi, n'ont peut-être pas réussi autant que toi. Tu vois. Bien sûr. Maintenant, de 4e en terminale, j'étais un Béni plutôt très studieux. Mhm. Parce que voilà, je savais que je devais réussir et donc je travaillais énormément. Énormément. Genre 4e en 3e, en terminale, je ne vais pas te dire le nombre de nuits blanches que j'ai faites. Genre, j'avais plus de vacances. Parce que tu étais persuadé que, allez, après avoir, enfin, en travaillant énormément, en ayant de bonnes Voilà, notes, tu allais voilà. réussir, c'est que ça? j'allais réussir, exactement. Exactement. Donc c'était exactement ça en fait. Mhm. J'ai eu mon bac avec la moyenne, il me manquait 1 point pour avoir la mention bien. J'ai 13,95 au bac, quelque chose comme ça, 13,90 ou 95. Mhm. Et j'avais 19 en mathématiques, Wow. 18 en histoire géo. J'avais super bonne note, tu vois. tête. Je crois. Tu dis quoi? La tête. La tête. En fait, la seule note qui a plombé mon bac, c'était philo. J'étais pas du tout bon en philo. Je comprenais pas le délire. Tout. Pourquoi tu me parles de Socrate en 2015 ou whatever, tu vois. Et j'avais 7 en philo, Mhm. tu vois. Donc ça a plombé un peu ma moyenne et tout. Français, anglais, j'étais pas bon aussi. Mais toutes les autres matières, après, tout ce qui est littéraire, j'étais pas bon. Oui. Français, anglais. L'histoire géo, j'aimais parce que c'était l'histoire. J'aimais L'histoire. bien l'histoire, tu vois. Mais la philo, c'était trop compliqué pour moi. Donc, bref, jusqu'en terminale, le Béni de 4e en terminale, c'était un super bon Béni, je pense. Hmm. Très studieux. Et Très tout. studieux, qui bossait, qui voulait être premier de classe. J'étais souvent deuxième. J'étais rarement premier parce que j'avais des gars qui étaient, qui étaient juste dingues, tu vois. Inatteignable, Mais inatteignables et tout, intouchables. Mais j'étais souvent deuxième de classe, troisième de Je classe et comprends. tout. Ouais. Je comprends. Ok. Donc, je pose le contexte pour voir un peu ton parcours. Et après, maintenant, le bac. Quelle filière tu as choisi à l'université? Qu'est-ce que tu as décidé d'étudier? Et pourquoi avoir fait ce choix-là aussi? Donc,
quand j'ai eu le bac, Mhm. j'avais une bonne mention. Mhm. Et quand tu as une bonne mention à Cotonou, tu as la possibilité de pouvoir rentrer dans les écoles Oui. sans forcément payer. Tu as la possibilité d'avoir la bourse. Oui. Mon père voulait que je fasse médecine. Mhm. Parce que tu sais, tous les parents béninois, généralement africains, le métier qui est dans la tête de tout le monde, c'est médecin. Parce que médecin, tu as un bon salaire, tout ça. Moi, je ne voulais pas devenir médecin parce que je n'aimais pas le sang. J'aime pas le sang. J'aime pas, tu vois, j'aime pas ça. Ça me fait quelque chose. Et je me dis, si je veux passer ma vie, pour moi, médecin, c'était celui qui faisait ce genre de piquer les gens, tout ça. Oui, exactement. À faire ce genre de trucs que je n'aimais pas, je me dis, je ne serais pas du tout au truc là. Je comprends. Donc, à l'époque, en fait, on devait choisir 3 écoles. Mhm. Et quand tu as une bonne moyenne, c'est la première école que tu mets sur la liste des écoles que tu choisis que l'État t'attribue. Parce qu'on suppose que quand tu as une bonne moyenne et tu es un bon travailleur, on te donne ce que tu demandes. Mhm. Donc, mon père, avant de quitter la maison, m'a dit, tu me mets en première position l'université de médecine Oui. de Cotonou. Oui, la FSS. En deuxième, la FSS, faculté de sciences santé. Oui. Deuxième position, tu me mets l'université de Parakou, dans le cas où l'université de Cotonou, FSS ne marche pas. Ouais. Et en troisième position, tu mets statistique, tu mets ce que tu veux, je m'en fous. Oui. Parce qu'avec ta moyenne, je sais que si le premier ne passe pas, le deuxième va passer. Je lui dis, d'accord, papa, il n'y a pas de problème. Mais je pars, je sors de la maison. Mhm. Et je crois que c'est là que ma vie a changé. Parce que là, déjà à ce moment, j'ai compris que c'était pas mon père de décider de ma vie. Ok. J'ai compris que depuis que ma mère était morte, il n'y avait personne qui était au contrôle de ma vie à part moi-même. Mhm. Et donc, il n'a pas à me dire ce que je dois faire. Parce que je sais, on dit on est toujours mieux servi que par soi-même. Oui. Je sais ce de quoi j'ai plus besoin que lui. Mhm. Et donc, arrivé sur place, au lieu de choisir ça, je n'ai pas choisi ce qu'il a dit. J'ai mis informatique, sécurité informatique en première position. J'ai mis génie logiciel, je crois, en deuxième position. Et en troisième position, je crois, j'ai mis statistique. Ah ouais. Donc, j'ai fait des choix qui n'étaient pas du tout des Aux choix antipodes. aux antipodes de ce qui s'attendait. Donc, quelques semaines après, voilà, on annonce les résultats. Et il voit que en fait, je suis choisi en sécurité informatique à l'IFRI. Il se dit, comment c'est possible? Mais on n'avait même pas parlé d'informatique, tout ça. Je dis, franchement, je suis arrivé là-bas, on m'a dit que l'école, c'était une bonne école et tout. Donc, j'ai mis ça à la place de statistique. Donc, c'est certainement que c'est ça qu'ils m'ont choisi. Et je pense même pas que jusqu'à aujourd'hui, ils connaissent la vraie histoire. En fait. Donc, ne partagez surtout pas ce podcast avec mon père. Okay? On vous embrasse. Et en fait, c'est comme ça que, voilà, ma vie, j'ai choisi un chemin complètement, en fait. Littéralement. Complètement différent. Ouais. Moi-même, je me ressens beaucoup dans ton raisonnement, enfin dans ton histoire aussi, parce que, pareil, studieux, tu vois, la bourse, enfin, rater la bourse de peu. Et sauf que moi, j'ai fait le choix qu'on attendait de moi. Ah, voilà l'enfant docile. Oui, l'enfant docile. Moi, j'ai fait le choix qu'on attendait de moi et tout. Mais c'est vrai que c'est important parce que c'est un choix que je vais pas dire que je regrette, mais quelque part, je me dis que mes compétences auraient pu être utiles dans autre chose et j'aurais pu me rapprocher le plus possible des trucs digitaux que je fais aujourd'hui si j'avais choisi une autre filière, tu vois. Bon, en soi, je ne le regrette pas vraiment. Mais voilà, les choses auraient pu être différentes. Et c'est très important parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent et qui se verront sûrement dicter des choix par leurs parents. Il est très important d'avoir cette lucidité-là, de savoir ce dont le monde a besoin aujourd'hui et de savoir comment faire les choix en conséquence, quoi. Tu vois, ce dont le monde a besoin, ce qu'ils veulent eux-mêmes faire. Et voilà, ça va faire le choix en conséquence. Et après l'université, donc tu finis l'université, je pense, tu obtiens ta licence, tu vas sur le marché de l'emploi. Comment ça se passe alors? Comment est-ce que tu décroches ton premier emploi? Alors, moi, j'ai décroché mon premier emploi avant même de finir ma licence. Oh, ok. Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, j'étais en sécurité informatique, on codait énormément, on faisait des applications, tout ça. Donc, j'étais destiné à travailler dans un bureau, à créer des applications toute la journée. Mais en deuxième année d'université, j'ai découvert le marketing digital. Et j'ai commencé par suivre des formations, des certifications. C'est très important de se former. Et je me suis dit, j'avais la fibre très vendeur, tu vois. Dans l'âme, je sentais que j'étais un commercial. Pourquoi? Parce que j'aimais bien tchatcher les gens. J'aimais bien tchatcher les gens, faire acheter des choses, acheter des trucs. Et depuis que j'étais en quatrième, depuis que j'étais en quatrième, je vendais déjà des choses. Ouais. Beaucoup de choses, tu vois. Plein pour la chose, je m'en fous. Je veux juste vendre des choses. Tu vois. Ok, c'est grâce à ça que tu te faisais de l'argent. De l'argent déjà. En Quel genre quatrième, de tout choses, ça. si tu peux N'importe quoi. Mais j'ai tout vendu. J'ai vendu des ceintures, j'ai vendu des téléphones, j'ai vendu ouais. des peines, j'ai vendu des chaussures, j'ai vendu des caleçons. Mon ami Naël, je lui ai vendu tous les caleçons qu'il a portés sur des années. Mais en fait, tout le quartier portait mes caleçons. Ouais. En fait, je crois, l'un des trucs que j'ai le plus vendu, c'était des caleçons, des bosseurs. Des bosseurs pour ceux qui le savent. Ouais. Je vendais des bosseurs à tout le monde, tu vois.
Après les bosseurs, j'ai vendu de culottes que j'importais de la Chine. Je faisais de l'e-commerce. Ah Je ouais. faisais de l'e-commerce. Je ne savais pas que c'était de l'e-commerce, mais j'allais livrer, en fait, tu Oui. vois. Je n'utilisais pas la publicité, tout ça. Oui. Mais je vendais en pied-to-pied aux gens dans le quartier et Oui. tout. Je portais le jogging. Je fais moi-même ma propre publicité. Je dis, ah, regarde, tu vois ce jogging-là, c'est pas le jogging de Mr. Bon, hein, c'est des joggings, tu vas frais et tout. Et je vendais ça à 15 000. Ah ouais. Tu te rends compte, à l'époque, vendre des joggings à 15 000 pendant Ah que les gens ouais. sont habitués à prendre des joggings 2000, au marché ouais. à 2000, 1000 francs, 1500, Ouais. il fallait avoir la fibre en fait. Oui. Et en fait, j'avais une copine à l'époque, Anne Griff, et avec qui j'étais. Pourquoi et... un griffe? Non, bon, c'était une copine de l'époque. Et elle venait d'une famille quand même assez aisée. Oui. Et j'ai closé son grand frère. Je lui ai vendu 3 ou 4 joggings. Et j'ai pris 60 000 dans sa poche en lui vendant 4 joggings de 4 différentes couleurs. Et c'est incroyable parce que, en fait, comment j'ai closé son grand frère, tous ces trucs et tout, genre, le gars n'a même pas vu venir. Il a pris un premier, ensuite je l'ai closé sur un deuxième, ensuite un troisième. À la fin, le moment où il prenait 4 joggings, il ne comprenait même pas. Tu vois. Et toutes ces expériences m'ont permis de comprendre que j'avais vraiment la fibre entrepreneuriale et j'étais un bon vendeur. Et j'aimais bien faire des transactions. Tu vois. Donc, quand j'ai découvert le marketing digital, je me suis dit, c'est une façon chic de faire de la vente. Tu vois un peu. Et moi, je suis pas le type de vendeur qui push. C'est pas mon truc. Genre, tu vois, je connais des gens qui sont vendeurs, qui sont tout le temps là. À chaque phrase, ils sont là à placer leurs produits, à faire des trucs. Oui. Moi, la raison pour laquelle aujourd'hui, je fais le closing et tout, c'est l'une des compétences pour lesquelles, ou la compétence pour laquelle on me connaît le plus en ligne. Et qui fait que pour moi, ça marche bien, c'est parce que, en fait, en closing, on ne vend jamais. On n'est jamais dans une approche où on va te dire, ah ouais, Meryl, il faut que tu viennes faire tes trucs, il faut que... Ah bon? Oui, en fait, l'approche du closing, c'est pas ça. En fait, si tu la comprends, c'est pas ça. C'est jamais pousser les gens à faire des choses. L'approche du closing, c'est pas transactionnel, Oui. c'est relationnel. Ok. Donc, ce que tu fais, c'est développer des relations avec les gens. Et quand tu sais que tu développes de bonnes relations avec des gens, les gens vont toujours te choisir à quelqu'un d'autre, tu vois. Donc, moi, j'avais déjà compris ça. Donc, quand j'ai découvert le marketing digital, je me suis dit, ah oui, mais ce truc, ça a l'air vraiment chic. J'ai vraiment envie de faire ce truc, tu vois. Et donc, en deuxième année, j'ai commencé le marketing digital comme ça. Le closing, en fait, parce que c'est surtout ce pourquoi tu es connu. C'est en fait développer... Enfin, reprends. Le closing, c'est l'art de vendre sans vendre. L'art de vendre sans vendre, en une seule phrase. Et quand on parle de l'art de vendre sans vendre, pour beaucoup de personnes, ça peut paraître abstrait. Et c'est ça que je dis en disant qu'un vendeur va essayer d'avoir une transaction, ça dit quoi? Il a un produit, il veut te le vendre. Tout ce qui l'intéresse, c'est de prendre ton argent, de se barrer. Oui. Un closer, il pense au lendemain. Il ne se dit pas, ah ouais, tout ce que je veux, c'est l'argent de Meryl. Il veut construire une relation avec Meryl de sorte que quand Meryl a besoin de tel truc, il est la personne go-to, la personne avec qui Meryl se tourne, tu vois. Donc, il n'est jamais dans une approche court-termiste, en mode, ah oui, je vais juste manger l'argent de Meryl et puis bon, après je disparais. Il est toujours dans une approche de comment est-ce que je traite les gens qui m'entourent de sorte que, en fait, on puisse avoir une relation qui dure dans le temps. C'est pourquoi moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de relations, j'ai beaucoup de personnes avec qui je traite, mais qui n'achètent rien chez moi aujourd'hui et je m'en fous complètement. Oui. Mais en 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils viennent vers moi et se disent, ah ouais, mais en fait, je veux faire tes trucs avec toi. Oui. Regarde, aujourd'hui, ce soir, on était avec Stevie. Oui. Stevie, il a dit, ah ouais, mais Benny, je reviens en termes de com et tout. Ah, je pense que toi, il faut que toi, tu m'aides à le faire. Oui. Mais pourtant, à aucun moment, je lui ai vendu quelque chose. Tout à fait. Mais juste à cause de cette relation que j'ai développée avec lui, bah, ça fait que quand il est dans le besoin maintenant, il dit, ah ouais, Benny, c'est la personne. Il va me parler, pas parce qu'il veut me closer, mais parce qu'il veut d'abord mon intérêt. Oui. Tu vois. Si c'est pas dans mon intérêt, il va me dire, ce truc, c'est pas dans ton intérêt. C'est mieux que toi-même, tu fasses tes trucs ou tu fasses tes trucs. Non. Mais si c'est dans mon intérêt, il va dire, ah ouais, c'est dans mon intérêt. Et c'est ça qui fait qu'on vend beaucoup en closing, en fait. Et si c'est ça, en fait, parce que pour ceux qui nous suivent et qui sont dans l'abstraction, je veux te proposer un petit challenge. C'est celui, par exemple, de me vendre cet iPad-là. Donc, vends-moi cet iPad Pro. Ok. Voilà. Parfait. En utilisant ton approche de En closing. utilisant mon approche de closing. Oui. Donc, premièrement, d'abord, ce que je voudrais savoir, c'est aujourd'hui, quels sont les outils informatiques que tu utilises au quotidien? Tu as un ordinateur? J'ai un ordinateur, j'ai mon téléphone, oui. Bon, en supposant que je n'ai pas encore l'iPad, c'est ça, non? Oui, tu n'as pas encore l'iPad, bien sûr. Bah, j'ai mon ordinateur. Parce que c'est moi qui ai l'iPad. Oui, c'est toi qui as l'iPad. J'ai mon ordinateur, j'ai mon téléphone, oui. C'est les principaux outils que j'utilise au quotidien, oui. Ok, donc généralement, l'ordinateur, tu l'utilises pour travailler. Oui. Le téléphone, tu l'utilises aussi pour travailler ou plus pour WhatsApp communiquer? Communiquer surtout.
Ok. Travailler aussi un peu, mais Ok. surtout communiquer, oui. Est-ce que tu n'as jamais ressenti le besoin d'avoir un entre-deux? D'avoir Ouais. un entre-deux. Oui, entre ces deux outils-là. Pas vraiment, pas vraiment. Je veux dire, en fait, avoir la possibilité, parce que ton ordinateur, tu travailles avec ça, Mhm. n'est-ce pas? Mais l'ordinateur, ça pèse pour le carry on, il faut le mettre dans le sac, etc. Mhm. Tu es d'accord? Mhm. Le téléphone, c'est bien, tu arrives à le porter facilement, mais en fait, c'est pas très pro parce que tu n'as pas un écran large. Oui. Est-ce que, en fait, tu te dis pas, aujourd'hui, quand tu vois ton quotidien, quand, je sais pas, je vois que tu as une belle voiture, quand tu es dans ta voiture, que tu as envie de envoyer un mail, faire un travail rapidement, regarder une vidéo et d'avoir un très bel écran, je sais pas, en fait, est-ce que tu te dis pas que Il est fort, avoir... il est fort. Est-ce que tu te dis pas que, en fait, avoir un entre-deux qui te permet, imaginons, parce que moi je me mets à ta place, tu as vraiment une très belle voiture. Je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais je profite pour te le redire. Mais imagine en fait, je viens juste de garer ma voiture, Oui. ok, j'ai cette jolie tablette avec moi. Oui. Mon ordinateur c'est compliqué, il faut le sortir du sac, il faut l'ouvrir, il faut commencer par taper des trucs. Le téléphone c'est trop petit, non. J'ai envie de travailler rapidement, je prends ça. Imagine je veux préparer ce podcast là, Oui. ok. J'ai pas besoin d'ordinateur. C'est compliqué, Oui. Juste avec ça, tu n'as même pas besoin d'un sac. Moi, je veux juste que tu t'imagines. Oui. On a ce podcast qu'on veut faire et tout. Oui. Au lieu de venir avec un gros sac, parce que je t'ai vu avec un gros sac tout à l'heure, il y a plein de trucs dedans, téléphone, ordinateur, tout ça. Tu te transportes juste avec ça, ok? Oui. Et quand tu viens, en fait, tu sors ton stylo, tu dis, ok, bon, ce soir, je dois parler avec Benny. J'ai envie d'échanger par rapport à A, B, C, D. Mhm. Et tu écris, tu as peut-être différentes notes et tout. Mhm. Et au cours de l'échange, tu positionnes ton truc. Tu sais exactement, au fur et à mesure que la conversation avance, qu'est-ce que tu es en train de dire, où est-ce que tu vas aller par la suite Mhm. et où est-ce que la conversation va s'arrêter. Mais l'avantage, c'est que tu as le côté professionnel de la chose parce que tablette, c'est professionnel. C'est pas comme un ordinateur qui fait travail et ça encombre le décor. Mhm. C'est pas comme un téléphone qui fait, oh, il est trop distrait, les notifications. Exactement. Mais ça ferait, en fait, tu es dans le set. Et littéralement, ça te donne même un air de journaliste, en fait. Moi, je veux bien voir. Moi, je veux bien que tu testes ça et que tu me dises, en fait, genre, comment est-ce que tu te sens avec ça? Je vois. Ah d'accord, je vois. Je comprends mieux l'art du closing et tout. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué avec toi parce que tu l'as dit et je voulais que les gens, en fait, le vivent aussi. L'art de vendre sans vendre. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué avec toi dès notre première rencontre, en fait. Et tu n'es pas très pushy. Bon, d'ailleurs, je pense même pas que tu m'es... Je pense que sur le deal où tu m'as closé, j'étais même celui qui voulait le plus. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je me rappelle. Non, celui qui venait le plus dire non, il faut qu'on le fasse et tout. Et ça, je voulais justement qu'on fasse la nuance parce que tu vois, il y a les commerciaux ont une très mauvaise presse, tu vois. On a l'image du commercial qui veut te vendre absolument quelque chose à tout prix. À tout prix. Qui te harcèle même littéralement. Qui te relance qui te 10 relance fois. 10 fois et tout ça. Et quand tu es en train de manger, par exemple, dans un restaurant ou bien quelque part, il vient. Oui, est-ce que il te tu veux pas propose- acheter tel truc? Incassable. Incassable. Généralement, c'est ce qu'ils nous proposent. Incassable. Exactement. Non, j'ai dit incassable. Mais voilà, dans la peau de ce gars-là, par exemple, qui est en train de dîner quelque part, et enfin, tu veux lui vendre quelque chose comme un incassable, comment est-ce que toi, tu t'y prendrais? Bah, je prends d'abord son attention. Tu prends d'abord son attention. Parce que quelqu'un qui est en train de dîner, Oui. et j'adore comment est-ce que la conversation est en train de partir, parce que on était en train de parler de mon histoire, mais là, on commence par rentrer un peu Oui. en vente. On va y revenir. Quelqu'un qui est en train de dîner, Oui. il n'a pas ton temps. Oui. Il a une journée stressante Mhm. et il est là pour passer un bon moment et déstresser. Mhm. Donc, tu ne viens pas lui dire « Ah, oh, viens acheter tel truc, incassable. » Rien du tout. Mhm. Tu viens vers lui, tu vois qu'il est en train de manger. Si moi, je viens voir quelqu'un, je vois que tu es en train de manger, qu'est-ce que je ferais? Je dis, quelqu'un qui est en train de manger, il a besoin de quoi? De l'eau fraîche. Mhm. Ok, bonjour monsieur, bon appétit. Je ne suis pas là pour vous importuner. J'ai vu que vous étiez en train de déjeuner, j'ai adoré votre posture. J'ai voulu en fait vous offrir une bouteille d'eau de FIFA, Mhm. juste pour vous rafraîchir la gorge. Vous ne trouvez aucun mal à cela, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas contre l'idée, il n'y a personne qui peut être contre l'idée de lui offrir Bien une sûr, FIFA. bien sûr. Voilà, et je viens. Madame, s'il vous plaît, vous pouvez emmener une bouteille de FIFA? Monsieur, ok. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais avoir 5 minutes avec vous pour vous accompagner dans votre déjeuner, qu'on passe un petit moment ensemble. Peut-être à la fin de ces 5 minutes, vous allez adorer la conversation, vous allez peut-être aimer ou souhaiter qu'on se revoie. Dans cette façon d'approcher la personne, Ouais. je l'ai déjà désarmé parce que Oui. je ne vais pas d'abord venir vers la personne comme un clochard. Oui. Je vais être bien habillé. Oui. Et le fait de venir de lui parler comme ça, ce ton, avec ce thème de voix, de lui dire, en fait, je vois qu'il est en train de déjeuner, je ne suis pas là pour l'importuner, que je me suis dit, en fait, un bon verre d'eau. Si je vois qu'il y a déjà un verre d'eau sur la table, je vais lui offrir un vin. Si je vois qu'il y a déjà un vin sur la table, je vais lui offrir un jus. Si je vois qu'il y a déjà...
En fait, peu importe ce qu'il y a déjà sur la table, Mhm. je vais aviser et je vais offrir quelque chose qui n'a pas Mais- sur la table. Mais étant donné que c'est un incassable que tu veux vendre, tu Ah dois non, non, réfléchir. là tu parles de gars qui veut vendre un incassable. Non, 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 non. Moi je suis au closet, je ne vends pas des incassables. Arrête, arrête. Il y a quel intérêt en fait à apprendre la vente pour vendre des incassables? Parce que Ouais, bien les sûr. incassables, c'est un produit de 1000 francs, de 2000. Je ne pense pas que les gens qui nous écoutent, même tes clients en e-commerce, ils ne vendent pas des produits. Bon, il y a certains qui vendent des produits de 1000 francs, 2000. Mm. Mais la marge est tellement faible que, en fait, il faut que tu vendes des produits un peu plus chers, 10 000, 15 000, 20 000, Bien sûr, 30 000. bien Tu sûr. vois, toi, tu vendais des coques à l'époque et tout. Oui, Pour avoir de la marge, mais si Bien tu vends des sûr. produits à 1000 francs, 2000, c'est pas intéressant. non, c'est clair, c'est clair. Ah, mais non, c'est très bien comme approche déjà, et je pense que tous les vendeurs peuvent s'en inspirer, parce que c'est l'approche selon laquelle on ne sent pas qu'il y a quelqu'un qui nous persécute, tu vois. Et on est beaucoup plus susceptible même à la fin, même si le produit n'intéresse pas, tu vois, tu es beaucoup plus susceptible quand même de dire, je fais un geste Je pour fais un encourager geste pour le vendeur, parce que encourager. tu n'as pas envie de gâcher cette relation-là. Et je pense que ça, c'est une très bonne approche, en fait. Et donc, tu disais que tu avais obtenu ton premier emploi avant de finir tes cours à l'université, ton cursus universitaire. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé? Donc, j'étais en deuxième année. Oui. J'ai lancé mes premiers startups en deuxième année. Et bon, ça s'est cassé. On s'est cassé la gueule. Ça n'a Startup jamais de quoi? marché. Ouais, startup. On a lancé plusieurs startups. On a lancé Best. Best, c'était l'objectif de Best, par exemple, maintenant. C'était de créer une startup où on répertorie tous les prêt-à-porter de la ville Mhm. sur une application pour que si aujourd'hui, toi, par exemple, maintenant, tu as envie de t'habiller, le fait le tour de tous les prêt-à-porter pour voir le produit que tu recherches et tout, bah, tu vas sur l'application ou sur le site internet et tu recherches l'habit que tu veux. Et en fait, on t'affiche tous les prêt-à-porter dans l'ont. lesquels qui l'ont, en fait, tu vois. J'ai une chemise carolée, par exemple, maintenant. Tous les prêt-à-porter viennent, ils me montrent leur chemise carolée et tu vois, un peu comme un Amazon, Je quoi, mais comprends. des vêtements. Oui, Tu vois, c'était je ça comprends. l'objectif de Best. Mais on s'est cassé la gueule parce que même si l'idée paraît très belle sur le papier, je te promets que dans la vraie vie, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? C'est même pas ramener les gens qui vont acheter qui est le problème, mais c'est le fait de trouver des prêt-à-porter qui acceptent en 2015, Oui. 2016, être sur une plateforme digitale. Mm. Parce que à l'époque, en 2015, en 2016, Internet n'était pas en vogue. Vendre sur Internet, sur les réseaux C'est clair. sociaux. Aujourd'hui, tout le monde fait des lives TikTok Oui. et vend. Oui. Mais en 2015, TikTok n'existait pas. C'est TikTok a clair. été créé en 2016, tu vois. Donc, l'habitude de la consommation des gens, pendant ce temps-là où on lançait ce projet, c'était pas encore au niveau où ce projet pourrait être adopté. Aujourd'hui, Mhm. c'est une idée qui pourrait peut-être marcher parce que les gens sont plus avancés. Mhm. Ils savent que les gens achètent en ligne. En 2015, très peu, voire personne achetait en ligne. Il y a 10 ans de cela, tu vois. Mhm. Donc, ça n'a pas pris. À chaque fois qu'on rentrait dans les... J'étais avec mon ami, qu'on l'a fait, à chaque fois qu'on rentrait dans des prêt-à-porter, les gens nous disaient « Sortez, sortez d'ici, sortez d'ici. » Non, 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 Dehors. on veut pas. D'ailleurs, c'est le genre, en fait. Ouais, Tu vois? c'est clair. Du coup, imagine, tu passes une journée et tu visites 10 prêt-à-porter, mais tu as peut-être 2 qui t'écoutent. Mhm. Et les 2 aussi ne signent pas. Donc, le marché était clairement pas prêt, en fait. Et voilà. Ça, c'était une start-up. On a lancé une deuxième start-up qui s'appelait Stune. Stune, c'était une start-up dont l'objectif, c'était d'aider les étudiants sur le campus à accéder à l'information facilement. Parce que tu n'es pas sans savoir qu'au campus, généralement, pour accéder à l'information, les communiqués de presse, on va les afficher sur les murs, dans les salles de classe, tout ça. Oui. Voilà, dans les couloirs, tout ça, tout ça. Mais quand les gens viennent pour voir les résultats des examens et ils n'ont pas réussi, qu'est-ce qu'ils font? Ils déchirent. Il déchire, ouais. Et donc, en fait, l'information ne circule pas. Et donc, nous, on a créé une application qui s'appelait Stune à l'époque, Mhm. dont l'objectif, c'était de pouvoir aider. Dans l'application, les universités pouvaient communiquer directement avec leurs étudiants sans, en fait, avoir le problème qu'on a dans WhatsApp, qui est que, en fait, dans WhatsApp, généralement, c'est dans des groupes. Les gens sont là, ils écrivent dans les groupes, et puis les messages sont embrouillés et tout. Là, en fait, c'est un peu comme sur les réseaux sociaux, tu vois. Mais au lieu que ce soit embrouillé dans un feed des réseaux sociaux où, généralement, les gens ne vont pas voir, c'est sur une application juste pour l'université, Mhm. tu vois. Et voilà, donc on Ça a n'a lancé pas des marché projets comme aussi. ça n'a pas marché aussi. Et ensuite. Et c'est, en fait, c'est au fur et à mesure dans ces projets-là que, voilà, à un moment donné, on s'est dit, deuxième, troisième année, on s'est dit, ça fait déjà quand même 3-4 projets qu'on a lancés, on s'est cassé la gueule littéralement. Est-ce qu'on devrait peut-être pas aller travailler pour des gens qui ont compris la vie Mhm. et l'entrepreneuriat plus que nous? Mhm. Parce que je pense que le problème aussi avec beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils sont souvent un peu trop pressés Mhm. d'entreprendre ou de faire des trucs par D'être à leur propre eux-mêmes, compte. d'être à leur propre compte. Ça, c'est une illusion parce C'est que vrai.
c'est très compliqué d'être à son propre compte. Généralement, en entrepreneuriat, il faut 3 choses pour avoir un business qui marche. Il faut la compétence, il faut le capital, il faut le network. Si tu n'as pas ces 3 choses-là, c'est très compliqué de réussir. Quand je dis de réussir, c'est d'avoir un certain succès qui te permet de faire des trucs. Tu vois. Quand on dit le network, c'est pas forcément connaître tous les gens, mais ça peut être pas maintenant dans ton e-commerce, connaître quels sont les bons fournisseurs. Oui. C'est le network. Vous avez, toi, dans ta formation, par exemple, maintenant, vous avez des contacts, des listes de personnes, en fait, de bons fournisseurs sûrs que vous recommandez aux étudiants. Mais quelqu'un qui n'est pas dans cette formation-là, elle va peut-être passer des jours, des semaines, des mois pour trouver juste les bons fournisseurs et ne pas se faire arnaquer. Tu vois, ça, c'est le network. Le capital, c'est ce qu'il te faut pour lancer. Acheter tes premiers stocks. Tu as besoin de capital. Oui. Et la compétence, dans une formation, c'est ce que tu as acquis également. Ça te permet aussi la compétence de pouvoir savoir exactement comment faire les choses. Si tu n'as pas la compétence, c'est compliqué aussi. Tu vois, tout à fait. Donc, voilà à peu près en fait les différentes choses dont tu as besoin. Et donc, nous, on n'avait rien de tout ça. On n'avait pas la compétence. Bon, un peu de compétence. Network 0, capital 0. Donc, on s'est dit, bon, après s'être cassé la gueule pendant 3 ou 4 projets, on a décidé d'aller travailler avec des gens. Et c'est de là, de fil en aiguille, on a commencé par chercher et tout. Et finalement, à un événement, je croise Ariel, Vital, tu vois, dans un événement. Et je discute avec eux, c'était des entrepreneurs et tout. Je dis, ouais, voilà, moi je m'appelle Benny, je fais tel truc et tout, etc. Et c'est très important quand on est jeune d'aller à des événements. Pourquoi? Parce que quand vous allez à des événements, vous rencontrez des gens. Et quand vous rencontrez des gens, que vous leur communiquez une bonne énergie, ils vont croire en vous, ils vont partager le contact avec vous, vous rentrez dans leur réseau. Et quand vous rentrez dans leur réseau, vous avez la possibilité de pouvoir entendre parler des opportunités qu'ils ont à offrir parce que simplement vous êtes dans leur réseau. Donc, généralement, en allant rencontrer des gens ou en traînant des endroits où les gens qui prennent des grandes décisions se trouvent, vous pouvez facilement rentrer dans de bons réseaux. Tu vois. Donc, moi, c'est quelque chose que je conseille à beaucoup de jeunes qui démarrent. Toi, ton audience, elle est très jeune, donc c'est un conseil qui est très important. C'est ce que nous, on a fait quand on s'est lancé. Et après ça, de fil en aiguille, on a eu un boulot et on a démarré comme ça. Le tout premier salaire que moi, j'ai eu, signé contrat dans un boulot, c'était un salaire de 80 000. Et c'était à quel poste? Directeur marketing. Marketing. Bon, c'était pas directeur marketing, c'était responsable marketing. C'est quand tu démarres, tu n'as pas le poste de directeur. Tu es responsable. Responsable, c'est dire, OK, bon, c'est toi qui t'occupes du marketing. Quoi. Donc, premier poste, c'était responsable marketing. OK. Et concrètement, en tant que responsable marketing, tes tâches consistaient à faire quoi concrètement? Piloter la stratégie marketing. Je devais définir la stratégie marketing de l'entreprise, piloter la stratégie marketing, diriger la communication, diriger le département vente. Parce que généralement, quand on parle de marketing, les gens ne comprennent pas. Le marketing, c'est un domaine qui est vaste. Dans le marketing, tu as la communication, tu as le trafic, tu as l'acquisition, tu as la conversion, énormément de choses. Bien sûr. Donc, je faisais tout ça truc à la fois, en fait. Bien sûr. OK. Et suite à ça, en fait, à quel moment est-ce que tu as trouvé, donc, comment s'est passé le déclic? À quel moment tu as jugé être prêt maintenant pour te lancer toi-même à ton propre compte? Oh, c'est après 5 ans. Après 5 ans? Ouais, j'ai passé 5 ans à travailler dans des entreprises, aller ici, revenir là-bas. Et à un moment donné, le moment où j'ai décidé d'aller entreprendre, c'est le moment où plus personne ne pouvait me payer. Donc, à mon dernier emploi, je gagnais 500 000 francs par mois. J'ai fait 3 ans dans cette entreprise. Au début, j'ai gagné 150 000 francs, ensuite 200 000 francs, ensuite 500 000 francs. Et à un moment donné, j'étais devenu tellement bon que j'avais des compétiteurs de cette entreprise-là qui m'écrivaient pour pouvoir me recruter. Donc, j'avais un salaire de 500 000, mais il y a des gens qui me disaient « Ah, Benny, je vais te proposer 700 000. Ah, Benny, je vais te proposer 800 000. Ah, Benny, je vais te proposer 1 million. Ah, Benny, tu vois. » Et j'avais beaucoup de personnes qui voulaient travailler avec moi parce que, tu sais, dans la com, généralement, et dans le marketing, tu as une énergie. Et quand ton énergie elle est unique, personne ne peut la copier. Moi, aujourd'hui, ce que je fais... aujourd'hui, il y a un classement qui est sorti la dernière fois sur Favicon. Favicon, c'est le plus grand magazine qui classe les créateurs de contenu en France. Qui m'a nommé comme le 2e meilleur créateur de contenu du Bénin. Sur LinkedIn, spécifiquement. Ils le font sur LinkedIn ensuite. Et en Afrique de l'Ouest, c'est pourquoi quand Stevie était venu tout à l'heure, il disait que tu es le 2e, voilà, truc là. Et en Afrique de l'Ouest, je suis classé 30e, je pense, 30e ou 31e, je ne me rappelle plus bien, je vais checker. Mais je crois 30e meilleur créateur de contenu de l'Afrique de l'Ouest sur tous les réseaux combinés. Tu vois un peu. Donc, je sais qu'en fait, genre, en termes de création de contenu, j'ai quand même apporté une certaine fraîcheur dans l'industrie. Et ça m'a valu en fait que beaucoup de personnes essaient de travailler avec moi, tu vois. Et donc à un moment donné, plus personne ne pouvait me payer. Donc je me suis dit, bon voilà, si plus personne ne peut me payer, ça fait 5 ans que je fais ça, j'ai gravi les échelons, voilà, j'ai été patient et tout, etc. Si on n'est pas prêt à me payer ce que je vaux aujourd'hui, je pense que c'est mieux que moi-même je me paye, en fait, tu vois.
Et j'avais déjà accumulé énormément de compétences, énormément d'expérience. J'étais super bon en vente, super bon en communication, super bon en plein de trucs. Donc, en fait, j'avais les compétences pour entreprendre. Oui. J'avais le réseau, parce que j'avais déjà travaillé dans des entreprises où je connaissais des gens. Tout à fait. Et j'avais le capital parce que, bon, j'avais pas vraiment le capital, mais je savais que, en fait, avec la compétence sur le réseau, je pouvais facilement avoir le capital. Donc, j'ai démarré comme ça, en fait. Et au début, tu n'as pas eu peur de l'inconnu ou Oui, bien sûr. Comment ça s'est passé? Ah ouais, comment je me suis lancé En fait, c'est incroyable parce que, au-delà du fait que plus personne ne pouvait me payer tout ça, l'une des raisons aussi pour lesquelles je me suis lancé, c'est parce que, à l'époque, j'étais en couple. Et ma chérie était à l'étranger. Et je voyais que, en fait, avec l'argent que je gagnais, tout ça, je ne pouvais pas faire des voyages, aller la voir comme je voulais, tout ça, tu vois. Ah, je me suis dit, si tu fais mistake, comme on le dit chez nous, en fait... Coup d'état. Oui, coup d'état. Pas parce que la fille ne t'aime pas, mais juste parce que, en fait, tu n'as pas le niveau pour gérer la relation. Parce que si tu es dans une relation en distance, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et vous ne pouvez pas vous voir, ben c'est mort. Donc, ça a été une grande motivation pour moi, somehow. Donc, voilà, je dirais, quand j'ai démarré, j'avais peur de l'inconnu. Mais je n'ai pas laissé l'inconnu m'abattre parce que je me suis dit, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Au pire, je vais aller reprendre un boulot. Parce que aujourd'hui, c'est ce que je dis toujours à mes collaborateurs et tout. Je n'aime pas trop les appeler mes employés. À mes collaborateurs, c'est ce que je leur ai dit. Même aujourd'hui, j'ai dit ça à Jérémy, j'ai dit, si vous ne faites pas bien votre travail, à un moment donné, si moi, j'ai l'impression vraiment que, en fait, construire ce truc avec vous, ça me coûte plus que construire le truc seul, j'ai aucun problème à juste, à 100 points et tout, juste me lever, dire, ok, vas-y, Béni, je fais mes lancements, je fais mes trucs et tout, etc. Tu vois, parce que, en fait, j'ai tellement essayé de faire des trucs avec des gens que ça ne marche pas, tu vois, un peu. Mais je ne pense pas que je vais me résilier à ça parce que je suis un entrepreneur et je sais qu'un entrepreneur, en fait, c'est son équipe, en fait. Tu vois, c'est pourquoi aujourd'hui, j'investis énormément dans mon équipe pour avoir vraiment des gens sur lesquels je compte, des gens loyaux qui sont capables, en fait, de supporter la vision, de comprendre et qu'on puisse aller loin ensemble, tu vois. Donc, oui, j'avais peur de l'inconnu, mais je me suis dit, la vision que j'ai et ce que j'ai envie d'accomplir dans le monde, en Afrique, tout ça, très peu de personnes qui ont cette vision-là. Et si je ne donne pas vie à ça, ça va peut-être, je sais pas, prendre des dizaines d'années avec qu'on ne trouve peut-être quelqu'un qui ait la même vision, la même approche de la chose, le même sens du détail, etc. Moi, quand je vois ce que tu fais dans le e-commerce et je te jette tes fleurs, comme Marcus Lawrence jette ses fleurs à Yomi Denzel, mais somehow... Moi, j'adore vraiment beaucoup comment est-ce que Marcus il fait ça. Moi, j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est super important. Généralement, on est dans un game où les gens n'aiment pas collaborer. Ils aiment bien faire le truc dans le coin. Et quand ils ont des proches, des personnes qui font des trucs bien, ils n'aiment pas le dire publiquement. Donc, dans 2, 3, 4 podcasts, j'ai vu Marcus envoyer des fleurs à Yomi. Moi, j'ai vraiment trouvé ça très humble de sa part. Tu vois. Mais c'est très bien. Tu vois. Très bien. Moi, je ne suis pas en e-commerce, mais quand je vois ce que tu fais en e-commerce, je dis c'est incroyable parce que je me dis, la vision que tu as, sur le marché actuellement, je vois personne qui a cette vision-là et cette qualité de faire la chose. Et je me dis, ok, supposons que Myriel n'était pas là. On aura d'autres acteurs. Mais vu qu'il n'y a personne qui a cette vision-là, on va peut-être attendre 5, 10, 15 ans avant qu'il y ait quelqu'un qui ait cette vision, qui fait le truc. Mais peut-être ça ne va pas se faire en temps. Et plein de personnes dont les vies auraient pu changer ne changeraient pas. Ça me touche beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et merci beaucoup pour ça. Donc, on parlait tantôt de... Je pense que c'est très important aussi, tu vois, en matière de vision. Parce que autant que nous sommes, nous avons tous des choses qu'on aimerait accomplir. Et c'est vrai qu'il ne faut jamais laisser la peur nous bloquer, nous empêcher de passer à l'action. Parce que la peur, elle sera toujours là, quoi qu'il en soit. Et la peur paraît plus grande qu'elle ne l'est réellement, tu vois. Je veux dire, pendant que tu te lançais, tu avais sûrement des doutes, tu avais sûrement des inquiétudes et tout. Tu t'étais fait peut-être des scénarios qui étaient inimaginables. Quand tu t'es lancé, tu as vu que rien de tout ça... Rien ne se passe comme dans ce qu'on imagine. Dans ce que tu imagines, en fait. Et je pense que c'est très important. Maintenant, comment tu as vécu concrètement ta première vente? Parce que quand tu te lances comme ça, tu te jettes dans l'inconnu. Il y a ce premier moment-là où tu te dis, OK, ça a marché, j'y crois et je peux y aller, quoi, tu vois. Et je peux y aller. Donc, ce moment-là où tu fais ta première vente ou une première grosse vente, donc un événement, après le fait que tu te sois jeté à l'eau, qui te fait prendre confiance du moins, et qui te fait dire, OK, je suis la bonne voie, ça va marcher. Comment est-ce que tu l'as vécu? Okay. Pour moi, ça a été 2 moments. Premier moment, c'est quand on a signé nos premiers clients en récurrent pour Marketing Lab.
Donc, on était en agence, on a signé nos premiers clients. Mhm. Et donc, on a eu les premiers clients qui nous payaient 100 000. C'était rien à l'époque, c'était vraiment rien parce qu'on avait des charges, on avait dit... On était une équipe, au tout début, c'était moi. Ensuite, j'ai recruté 1 ou 2 CM. Ensuite, il y a eu une assistante. Donc, dans les 3 premiers mois, on était à peine 4 dans l'équipe. Mais on avait déjà 4, 5, 6 clients qui nous payaient chacun 150 000 par mois, 100 000 par mois. À l'époque, c'était rien. Ouais. Mais ça nous permettait en fait de faire un chiffre d'affaires de 1 000, 1 500 euros par mois. Et quand je payais le salaire, je me retrouvais pratiquement avec mon salaire de l'époque. Tu vois, donc j'étais en mode, ok, bon, voilà. Je me suis trouvé un truc qui me payait mon salaire. Oui. Et ça va. Mais là où j'ai eu mon premier gros succès, c'est quand j'ai lancé mon accompagnement sur le copywriting. Ok. On était en février 2022. Et j'avais déjà une audience sur LinkedIn, sur les réseaux et tout, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'envie de lancer une formation. Mais moi, je ne voulais pas de base. Pourquoi ? Parce que en fait, les vendeurs de formation sont mal vus, étaient très, très mal vus encore plus à l'époque. Exactement. Et je me dis, ah ouais, moi, je vais être légit. Je ne veux pas être un entrepreneur qui vend juste de la formation. Oui. Je veux être un entrepreneur qui a une grosse agence, qui fait des centaines de millions. Et comme ça, tout le monde dit, ah ouais, il est crédible. Oui. Mais je me suis rendu compte que, en fait, vu que j'avais une audience, je pouvais la monétiser avec de la formation. J'avais envie de tester. J'ai lancé une formation, l'atelier du copywriting, dont l'objectif c'était d'aider les entrepreneurs à prendre la parole sur les réseaux sociaux grâce au copywriting. J'ai fait le lancement. On a eu 12 ou 14 clients. L'accompagnement coûtait 150 000. Faire un peu le calcul. Donc ça fait près de 2 millions de chiffre d'affaires quelque chose. C'était plus que ce que je gagnais avec mon agence à l'époque. Et là, je n'avais pas besoin de community manager. J'avais besoin de personne à part moi-même, tu vois. Je me suis dit, waouh, comment c'est possible de gagner 2 millions en aidant les gens à faire ce que je fais que actuellement en faisant la chose, qu'il y a quelque chose. Mais j'avais toujours cette peur-là d'être associé à un vendeur de formation et je ne voulais pas être un vendeur de formation. Je voulais pas ça. Le cliché, je ne voulais pas être ça. Donc, malgré que ma formation avait super bien marché, j'ai décidé de laisser la formation tomber et de faire de l'argent. Donc, de février jusqu'en septembre, octobre 2022, j'ai pu lancer une seule formation. Agence. Donc, pour répondre à ta question, je dirais, les 2 gros succès que j'ai eu qui m'ont confirmé que j'étais sur la bonne voie, c'était premièrement les premiers clients qu'on a signés pour Marketing Lab. Et deuxièmement, c'était, après les clients qu'on a signés pour Marketing Lab, j'ai dit quoi ? C'était le lancement que j'ai fait et tout, mon tout premier lancement à 2,5 millions. C'était vraiment pour moi là, ok, voilà. Il y avait un truc à faire au niveau de la formation. J'étais devenu debout. J'étais devenu, bon, pas encore debout. Mais fast forward, août 2022, j'avais pu lancer la formation pendant 6 mois. Mais mon audience était devenue tellement grande que les gens redemandaient la formation. Donc, j'ai relancé la formation. Là, j'ai doublé le prix. J'étais passé de 150 000 à 600 euros. C'était 300 ou 400 000. Fait 14 places. 14 inscrits à 400 000 francs. Bon, là, je me suis dit, bon, ok, voilà. J'avais fait près de 5 millions de chiffre d'affaires en un mois. J'ai dit, waouh, je tiens quelque chose. Et comme je me suis dit, je tenais quelque chose, sur les 3 mois qui ont suivi, j'ai fait un lancement par mois jusqu'à la fin de l'année. Je suis passé de 600 euros à 1200 euros. J'ai fait 10 ventes. Donc, je suis passé de faire quoi 6 000 euros à 12 000 euros de chiffre d'affaires sur un lancement en un mois. Je suis passé de ça à doubler encore, à passer de 1200 à 1500 ou 2000 euros à faire en septembre, août, septembre, octobre. En septembre, je fais 29 050 euros de chiffre d'affaires. Je suis toujours dans la première année de mon business, tu vois. Je fais près de 30 000 euros de chiffre d'affaires en un mois. Sans l'agence, avec la formation, avec de l'accompagnement. Et ce n'est pas la formation en mode les gens vendent des puces pâtes et puis ils vont à Dubaï. Non, c'était le type de formation où c'était du coaching. J'aidais mes clients. Mes clients, c'était des stars. Tu vois, tout le monde connaissait mes clients sur LinkedIn. Et du coup, en fait, les gens redemandaient. Redemandaient parce que le résultat était là. Tout le monde voulait ressembler aux clients de Béni. En fait, genre, je vois mon équipe derrière ici. En fait, à l'époque, c'était un mouvement, en fait. Genre, je ne sais pas si vous vous rappelez la télé du copywriting, mais c'était un mouvement, c'était devenu un truc. En mode, sur LinkedIn, tu ne peux pas prendre la parole si tu ne passes pas dans la télé du copywriting. Genre, en fait, c'était un mode, la télé du copywriting, c'était le programme qui validait les gens qui créaient du contenu sur LinkedIn, en fait, tu vois. Donc, tous ceux qui voulaient créer du contenu sur LinkedIn voulaient passer par le programme de Béni. Parce qu'on avait toutes les stars. En fait, on avait des gars, genre, on avait les Gaïs Yokosi, les Richard Dansou de Darimage, genre, on avait des entrepreneurs, mais de renom qui passaient dans le programme. Du coup, là, en fait, genre, les gens commençaient à se dire, mais Béni, il est dans 9, il est littéralement dans 10, genre, il est dans des trucs. Donc, quand le prix est passé à 2 000 euros, on faisait 12 clients sur les lancements à 2 000 euros l'unité. On faisait 24 000 euros de chiffre d'affaires en un mois. Donc, sur les 3-4 mois de l'année et tout, genre, en fin d'année, là, j'ai accéléré les lancements
En fait, je ne sais même pas combien de chiffres. On devrait avoir fait 80 000 euros de chiffre d'affaires en espace de 4 mois. En 2022. En 2022, j'avais encore quel âge? Je suis diminué encore 200, ça fait 4 ans. Donc, pour moi, c'était une quantité d'argent que je n'avais jamais gagné de ma vie. Fin de cette année-là, j'ai pris mes clics et cash, je suis parti à Paris. Je suis reparti à Paris parce que je suis parti à Paris déjà avant. Maintenant, Et tu as là- les moyens. Là, il y a les moyens. Là, c'est plus le galérien de Paris. Non. Là, c'est le gars qui vient à Paris, Ouais. voilà, qui se prend belle à pâte et tout, Mhm. en centre-ville, à côté de la Tour Eiffel, qui kiffe avec sa meuf. Je pars à Barcelone, je visite Barcelone, j'ai fait une photo avec les ballons d'or de Lionel Messi. Bref, en fait, je vis tous mes rêves de gamin. Oui. En griffe. Et Tranquille. je reviens, en fait, j'aime même pas dépenser 10% de ce que voilà, j'avais amassé en fait. Donc là, je pense que c'est vraiment le moment où ma vie a shifté financièrement et j'ai commencé par avoir des moyens que j'avais pas avant. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on s'est complètement repositionné dans ça parce qu'aujourd'hui, quand je prends vraiment là où on a de l'expertise à Marketing Lab, c'est vraiment cette capacité-là à aider des personnes qui ont envie de vendre du coaching, de la formation, de l'accompagnement, de transformer leurs compétences en un business de formation, de coaching, de l'accompagnement rentable et qui change la vie de leurs clients. Oui. Je dis surtout ça parce que les gens qui ont pas de formation et tout, il ne faut pas qu'ils pensent aux gars qui font vendent des un truc trucs et et qui tout et puis disparaissent. qui disparaissent. Ouais. Non, on parle de vrais gars qui ont de vraies compétences, qui sont légites, qui ont le crédit, Oui. qui viennent et qui t'apprennent comment le faire. Je donne un exemple parce que là, on doit par exemple travailler sur une formation avec Richard Flash, avec Nasty, avec plein de personnes. Donc on prend, supposons, un grand artiste comme Richard Flash qui est confirmé. On ne parle plus de sa crédibilité. Oui. On développe un programme d'accompagnement avec lui sur comment construire une carrière dans la musique, par exemple, maintenant. Sur comment se faire signer chez une maison de production. Oui. Et lui vient dire, OK, les maisons de production, voici comment ils pensent. Voici ce qu'ils attendent de toi. Voici les chiffres que tu dois avoir. Voici. Et te fait la formation. Si tu as une formation de quelqu'un comme ça, bah, bien sûr que tu achètes. Parce Bien que la sûr. personne sait de quoi elle parle. Tu vois. Moi, je suis même pas artiste, mais c'est sûr que je vais acheter. Je vais parce acheter. que je veux Je bien veux comprendre, en fait, l'envers du voilà. décor, Tu vois un peu. Exactement. Et pour moi, en fait, aujourd'hui, c'est la mission numéro 1 de Marketing Lab. En fait. Ouais. Genre, j'ai pris du temps pour la clarifier. J'ai pris du temps pour avoir le courage de la filmer devant la caméra, de dire, OK, aujourd'hui, nous, on se positionne comme des personnes qui vont aider toute personne qui a de l'expérience à la monétiser de cette façon-là, malgré qu'on sait que la formation en ligne et tous ces trucs, ça n'a pas de bonne réputation. Oui. On sait que notre travail, c'est de pouvoir changer le narratif de ça, changer la réputation de ça. Et se dire, ah ouais, les gens avec qui nous on travaille, c'est des gens qui sont sérieux, qui sont concrets et qui, en fait, délivrent de la valeur sur ce qu'ils promettent, en fait, tout simplement. Tout à fait. Ah non, mais c'est très bien tout ce que tu as dit parce qu'on voit réellement que tu as à cœur, tu vois, le succès de tes clients. Et c'est quelque chose qui est très, très, très rare, surtout dans le domaine de la formation et de l'accompagnement où les gens voient juste ça comme une vache à lait et ils veulent juste prendre le maximum et disparaître, tu vois. C'est très important d'avoir toujours ce souci-là au niveau de tes clients. C'est quelque chose que je respecte énormément chez toi. Et voilà. Et actuellement, comme tu le sais sur ma chaîne, en fait, bon, pas actuellement, mais on parle généralement d'e-commerce et tout. Tu as déjà acheté ma tablette comme ça. Ah, j'ai déjà acheté la tablette. Il a acheté ma tablette. Il a acheté la tablette. Il a sur la tablette. Vas-y. Donc, comme tu le sais sur ma chaîne, on parle surtout d'e-commerce en Afrique. Et dans l'e-commerce en Afrique, le closing constitue quand même une étape cruciale, quoi, tu vois, parce que lorsque la personne manifeste un désir d'achat, il faut quand même le convaincre derrière. Donc, pour des petits produits comme ça, comment est-ce que tu penses que le closing pourrait aider les e-commerçants en Afrique à mieux vendre, par exemple? Très, très belle question parce que déjà, moi, ce que j'adore dans ton approche, c'est que tu es toujours en train de penser à comment rendre la communauté de tous les e-commerçants, genre toutes les personnes qui font du e-commerce ou du e-commerce, comment rendre leur vie mieux, en fait, tu vois. Et tu es en train de développer tout un écosystème autour, and that's awesome, you know. Thank you. Et ce que je dirais par rapport à ça, c'est que, en fait, le closing, généralement, les Américains parlent de la dernière étape de la vente. It's when you close the deal. C'est le moment où, en fait, tu clôtures la vente. Et quand on parle de clôturer la vente, on parle de, OK, quand la personne a manifesté son intérêt, la vente a déjà démarré quand la personne a manifesté son intérêt. Maintenant, le closing, c'est la partie où on finalise cela. C'est important de maîtriser le closing dans ce sens parce que les clients sont têtus. Les clients sont très têtus. Et ce sont des personnes, généralement, qui sont aussi, comment on l'appelle, dures d'oreille. Qu'est-ce que je veux dire en disant ça? Un client, il va venir, il a vu sur le site que le produit a peut-être 50 000. Il va venir, il a vu qu'il n'y a pas de réduction. Il va te dire, ah, fais-moi une réduction. Fais-moi une réduction de 30 000. Fais-moi une réduction de 20 000. Toi, en tant que closer, si tu n'es pas préparé à ce genre de questions, tu es tenté de faire des réductions. Bien sûr. Et c'est ça que beaucoup de vendeurs en ligne font, malheureusement. Et voilà. Et ils se retrouvent, en fait, à toujours sous-vendre ce qu'ils doivent vendre. Exactement. Le problème qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que
si vous ne maîtrisez pas l'art de la négociation, et c'est une des compétences en closing, hein, vous allez vous retrouver tout le temps faire des négociations, à toujours accepter les deals sur les thèmes de vos clients, jamais sur vos thèmes. Et à chaque fois que vous êtes en train de délivrer le service, vous n'êtes pas content. Parce que vous n'avez pas closé au prix auquel vous devez closer pour avoir des marges. Donc tu closes et puis ça a Après, trop niqué tu tes es bénéfices mécontent. que tu n'es pas content. Donc quand tu es e-commerçant, c'est la même chose. Tu ne veux pas vendre au point où tes bénéfices sont complètement... Tout à fait. tu vends un peu. Donc d'abord ça, je vais prendre un exemple pratique. La négociation. Et quelqu'un qui te demande la réduction du prix. Une question qu'on pose généralement en closing, qu'on enseigne, on appelle ça l'approche socratique, c'est quoi en fait? C'est qu'on se dit, lorsque tu viens, que tu me poses une question, tu me dis, fais-moi 30% de réduction. En te vendant le même produit, tu viens de me créer un problème. Parce que tu me demandes de te vendre le même produit à 30% moins le prix. Généralement, on est tenté de faire 30% de réduction parce qu'on veut séduire le client, tout ça. Oui. Je ne suis pas contre la réduction. Mais le problème, c'est que quand tu es habitué à faire trop de réduction aux clients, ils prennent une mauvaise habitude. Tout à Et à fait. chaque fois qu'il n'y a pas de réduction, ils n'achètent pas. Tout à fait. Il y a des marques comme ça, ils ont tellement habitué les gens à acheter. Quand il y a sold out, quand il y a des promos, que quand il n'y a pas de promo, personne n'achète. On attend la promo, ils vont faire la promo. Tout à fait. Et donc, ça crée une mauvaise habitude chez les clients. Et du coup, la réduction que les clients demandent, c'est normal. Mais si on accepte tout le temps, ça crée une mauvaise habitude. Oui. Il faut que les gens apprennent à payer le prix des choses Oui. pour que quand les choses viennent, ils les contemplent Tout à mieux. fait. Voilà. Donc, un client qui dit 30% de réduction, à quoi on est tenté de faire, c'est de dire oui et de closer la vente. Oui. Mais généralement, quand tu dis oui, il va te dire oui, mais est-ce que si je fais 2, tu peux me faire 50% de réduction si je prends 2? Et il ne s'arrête pas, en fait. Oui. La façon, par exemple, maintenant, dont on apprend à nos closers à gérer ce genre de situation, c'est en posant une question simple. C'est en poussant le client à régler le problème qu'il vient de créer. Le problème qu'il vient de créer, c'est vends-moi cette tablette à 30% moins le prix. Fais-moi ce service à 30% moins le prix. Vends-moi ce produit à 30% moins le prix. OK. Le micro SM7B qu'on est en train d'utiliser, Oui. c'est un micro, supposons, qui coûte 500 euros. Tu veux que je te le vende à 300 euros. OK. Ce que j'aimerais savoir, Goldberg, c'est... c'est... comment... Ne jamais appeler ce client Goldberg. Comment, en fait, tu proposes qu'on fasse ça? Comment tu proposes qu'on fasse ça? Comment tu proposes que je te vende un produit de 500 euros à 300 euros et toujours m'en sortir, venir demain ouvrir et toujours continuer et ne pas fermer boutique? Goldberg, dis-nous. Goldberg, dis-nous. Et tu te tais. Avec cette question-là, qu'est-ce que tu viens de faire? En fait, il vient de retourner la situation. Au lieu que tu te casses la tête à essayer de savoir comment est-ce que j'esquive la question de 30% de réduction, tu viens de pousser ton client à lui-même trouver une solution à la question Oui. 30% de réduction, est-ce que c'est correct? Et automatiquement, tu fais appel à son empathie. Pourquoi? Oui. Parce que les gens ne sont pas dupes. Il se dit, si le gars, il a 30% de bénéfice sur le truc, et je lui demande 30% de bénéfice sur le truc, littéralement, je suis en train de lui dire, mets tes marges de côté Oui. et vends-moi le truc. Mets-moi bien. Et mets-moi bien. Ok. S'il te met bien, demain, il va ouvrir boutique. Hmm. Non, il ne va pas ouvrir boutique parce qu'il ne sera pas motivé. Bien sûr. Il va manger quoi? Parce que c'est dans les bénéfices que lui se nourrit. Oui. Parce qu'on fait tous ce business Oui. pour pouvoir avoir des bénéfices pour se nourrir, tu Tout à vois. fait. Donc, si lui, il te met bien et te donne les bénéfices, comment il se met bien? Comment est-ce qu'il mange? Tu vois un peu. Donc, lorsque tu pousses ça, le client, lui, en fait, en lui posant cette question-là, il fait toutes les réflexions que toi, il te demandait de faire. Hmm. Et du coup, il répond lui-même en disant, ah, mais c'est vrai, hein. Ah, 30% de réduction là, bon, c'est vrai, ça va m'aider, mais ça va peut te causer des problèmes. Ouais, est-ce que tu peux me faire 15% alors? Ah, qu'est-ce qui vient de se passer? Ton client s'est retrouvé à renégocier contre lui-même. Et ça, c'est ce qu'on appelle en fait du closing inversé. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'au lieu de pousser, au lieu que ce soit toi qui sois en train de faire la négociation, bah, le client négocie contre lui-même. Lui-même, il vient, il dit il veut 30% de réduction. Tu lui poses une question, il dit ah non, non, je veux 15%. Tu lui reposes une question, il dit non, 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 je veux 10%. Tu lui reposes une question, il dit ah bon, au moins 5%, non? Et là, toi-même, tu n'es pas dupe et tu n'es pas con. Et là, quand tu vois que maintenant, il te donne une réduction raisonnable, 5%, là maintenant, tu sors un argument, tu lui dis ok, en temps normal, ce n'est pas quelque chose qu'on fait, mais juste parce que c'est toi. Et pour que demain, tu reviennes toujours acheter chez moi, je vais prendre 5% dans mes bénéfices. C'est très important quand on est en train d'accorder une réduction, d'expliquer pourquoi on accorde la réduction. C'est la même chose quand on est en train de faire une promo. Il faut que la promo ait une raison. Toi, tu le sais très bien. Oui. Ça soit justifié. Juste parce que je veux que tu reviennes acheter chez moi prochainement, en fait, je veux t'accorder ces 5% de réduction. Et le client, il est content d'acheter. Je te donne un exemple de comment est-ce que j'ai closé hier une cliente sur un abonnement pour le studio, pour Podlab.
Donc, la cliente m'a écrit sur Instagram, sur la page de PodLab. Elle a dit, ah ouais, c'est combien vous vendez voilà, l'heure pour venir tourner ici? J'ai dit, l'heure pour venir tourner ici, c'est 50 000 par heure. OK. Et pour faire le montage, je dis, on le fait à 50 000 aussi. Il dit, OK. Donc, si je viens tourner 4 heures, je prends une offre de 4 heures, j'ai vu sur votre site que vous offrez 1 heure de tournage et 1 heure de montage. C'est ça. Genre, pour 4 heures que tu prends, on t'offre 1 heure en plus. OK. Ça veut dire que quoi? Si tu prends 4 heures, ça fait 200 000 pour le tournage. Si tu prends 4 heures de montage, ça fait 200 000. Ça veut dire qu'on te doit 400 000. OK? Ça veut dire que tu payes 400 000 pour 4 heures de contenu. On te tourne les 4 heures, on te montre les 4 heures. Plus 1 heure, ça fait 5 heures qu'on te montre, 5 heures de tournage et 5 heures de montage. Ça, c'est l'offre qu'on a au PodLab. Maintenant, la cliente me dit, maintenant, je voudrais... On a déjà dit les offres comme ça. Hein? Elle dit, maintenant, je voudrais que tu me fasses une réduction. Je dis, quelle réduction? Réduction de combien? Elle dit, est-ce que vous pouvez me faire une réduction de 100 000? J'ai dit, comment tu proposes que je fasse cela? Tu sais déjà qu'on fait un bonus avec 1 heure de payer, 1 heure de montage pour toi, ce qui fait 100 000 francs qu'on t'offre déjà. Tu voudrais que je te rajoute 100 000 francs en plus, ça ferait 200 000 francs d'offre. OK, si on fait ça, comment tu proposes qu'on fasse ça qu'à la fin du mois, on paye nos employés? Et avec cette question, au lieu de me retrouver, mais justifier, pardonnez, automatiquement, j'ai shifté la conversation. Donc, en fait, je suis juste en train de lui dire par là, c'est ce que tu es en train de demander là, si on fait ça, on va fermer. Oui. Et elle ne peut pas affirmer et vouloir me dire devant moi que je veux que vous fermiez. Donc, automatiquement, elle revoit sa position. Et elle a commencé par renégocier contre elle. Et petit à petit, on est passé de 100 000 à descendre petit à petit. Jusqu'à ce qu'on tombe à une réduction raisonnable. Et là, maintenant, j'ai dit que, OK, je vais accepter. Mais en contrepartie, je voudrais qu'elle fasse quelque chose aussi. Elle a dit quoi? J'ai dit, en contrepartie, je voudrais que si j'accepte cette offre-là, qu'elle paye 2 mois à l'avance. Ça veut dire qu'elle va commencer l'offre avant de consommer l'offre, mais elle va payer 2 mois à l'avance. Que c'est la seule condition à laquelle j'accepte de lui faire ce truc. Oui. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Elle a dit, OK, et après ça, on garde le même prix. Après ces 2 mois-là, on garde le même prix sur lequel on s'est entendu. J'ai dit, oui, il n'y a pas de souci. Mais tu payes 2 mois à l'avance pour commencer. Moi, ça me permet d'avoir de la trésor et de faire des trucs. Elle dit, il n'y a pas de souci. Si je n'étais pas bon en closing, j'aurais accepté l'offre que je lui ai proposée, on serait continué. Oui. Mais parce que je suis bon en closing, je sais qu'il n'y a jamais de faveur sans contrepartie. Et donc, quand je lui ai fait une faveur ou je lui ai fait une réduction, j'ai demandé une contrepartie. Et dans sa tête logique, elle trouve que c'est justifié. Parce qu'elle a dit, mais le gars vient de me faire une réduction. Donc, c'est normal qu'une contrepartie demande quelque chose. C'est logique. Mais si tu ne le sais pas, tu ne vas pas le demander. Et du coup, en fait, tu seras là en train de mal négocier, croyant que tu négocies très bien. Tu vois. Et du coup, finalement, en fait, je me retrouve à signer une nouvelle cliente qui paye pour 2 mois à l'avance, simplement parce que je suis bon en closing et je sais comment négocier. Et de la même façon, en fait, tu peux pousser des clients en e-commerce qui viennent normalement pour acheter un produit à finalement acheter 5 produits juste parce qu'ils tiennent à ce que tu leur fasses une réduction de 10%. Et parce que tu as négocié, tu les as poussés à négocier eux-mêmes contre eux. Oui. Et finalement, quand tu acceptes ces 5% ou 10% au lieu de 30% qui est proposé à la base, tu leur demandes encore une contrepartie en retour. Tu te retrouves en fait mais trop bénéfique dans le deal en fait. Ce qui n'est pas ce à quoi l'e-commerçant normal, qui n'a pas de technique de closing, etc., est habitué. Mais tu penses que c'est un truc qui marche beaucoup plus, qui peut marcher sur des produits de commodité que tout le monde bien vend, sûr, en fait. tant que la personne en face connaît le prix du produit. OK. Si je sais que cette tablette elle coûte 100 000 et je connais le prix, OK, je prends les Shure, les micros Shure. On sait tous que c'est des micros, juste le micro seul est à 500 €. Oui. Ou en fonction de là où tu l'achètes. Si je connais la valeur du produit, connais le prix du produit et que je te demande de me faire une réduction de 100 €, je sais que quelque part, il y a un problème. Bien sûr. Voilà. Donc, le moment où tu acceptes de me faire même une réduction de 20 €, c'est que, en fait, si je demande une contrepartie, c'est que tu comprendrais ça. Du coup, est-ce qu'on peut le faire avec des produits de commodité? Oui, seulement si la personne en face connaît le prix de la chose. On peut se dire, ce prix, ce truc-là, c'est la valeur que je peux. Je donne un exemple. Tes coques que tu vendais à l'époque quand tu t'es lancé. Les coques, tu les vendais à 15 000, tu as dit. Supposons que la personne qui est en face, en fait, elle sait que ces coques-là, elle voit la qualité, tu as dit, 15 000, ça va. Ça vaut le prix. Du moment où dans sa tête, en fait, psychologiquement, elle accepte le prix du produit, la personne faire ça, c'est fini. Tu peux utiliser la même technique. Parce qu'en fait, quand elle demande une grosse réduction de 15 000 à 10 000, tu dis, madame, toi, il faut voir la qualité. Est-ce que c'est possible de vendre ce truc de 15 000 à 10 000? Et si c'était 10 000, ce ne sera pas en pot de laine, ce ne sera pas en pot d'animaux. Tu as dit, le vin des gbets, pam, et toi dedans. Je comprends. Mais c'est très intéressant, c'est très passionnant ce domaine-là du closing parce que ça amène une autre dimension, tu vois, en ce qui concerne la vente.
Et je trouvais que c'est très important qu'un expert en la matière donne des leçons, tu vois, aux e-commerçants sur comment ça se passe et comment ils peuvent faire pour mieux optimiser en fait leur vente. Pour m'inviter dans la communauté e-com Africa pour une masterclass Bah, pratiquement de produits. tu es le bienvenu. Hein, tu es le... Il me paye. Ou bien, il me paye. Je vais envoyer ma facture. C'est la famille. La famille. Mais je fais le live, tu enregistres le live et puis ça devient un live à closing encore qui nourrit la communauté. C'est comme ça on fait, non? Ouais, on va mettre ça en place. Why not? Ah, mais c'est très bien ce qu'on vient de faire parce que je pense que ça va ouvrir les yeux à beaucoup de gens sur le closing et sur l'approche en fait vis-à-vis du closing et tout. Alors, ce qui a marqué la toile ces derniers temps, c'est surtout ton départ à Dubaï. Tu vois, tu as voyagé, tu es allé à Dubaï. Déjà, moi, il faut savoir que Dubaï, c'est une ville qui a toujours eu une mauvaise connotation. Tu vois, c'est une ville qui est trop rentrée dans le cliché. Et moi, je pense que je suis une espèce rare, tu vois, d'e-commerçant qui n'a jamais allé à Dubaï. Là, tu n'es pas crédible, tu n'es pas encore allé à Dubaï. Une espèce rare. Bon, au départ, ça posait problème, mais je pense que bon, maintenant ça va. Ça ne pose plus de problème et tout. Et je suis arrivé à un niveau où maintenant, je suis tellement reconnu pour ça, tu vois, pour les commerçants qui fait des chiffres, qui a quand même les moyens, mais qui n'y va pas. Et quelque part, je me dis que c'est très bien de garder ce branding-là, quoi. Non, mais plus sérieusement, en fait, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à y aller déjà? Est-ce que tu peux m'expliquer? Parce que Dubaï a trop le cliché autour, quoi, tu vois. Soit les gens qui louent des yachts pour une journée faire 40 000 photos pour inonder la toile après, ou ce genre de move-là, en fait. Il y a trop de clichés, tu vois. Et quand on pense à Dubaï, spontanément, on pense à toi. Ce qui m'a marqué avec toi, c'est que on n'a pas eu des clichés de ce genre-là. Et donc, qu'est-ce qui, toi, t'a motivé dans l'idée d'y aller? Quel est l'objectif que tu recherchais en y allant? Ok, donc l'histoire avec Dubaï est venue en novembre 2023. Chaque année, on fait des voyages avec des amis. Donc, chaque année, j'ai des amis. On se dit, ok, cette année, on va aller à Cape Town. L'année prochaine, on va aller à Casablanca. L'année prochaine, on va aller à Dubaï. Donc, chaque année, on choisit une ville où on va tous, entre potes, entrepreneurs, on va tous kiffer, chiller, passer du bon temps. Ouais. Et donc, cette année-là, on avait décidé d'aller à Dubaï. Et voilà, on a tous pris nos billets. Voilà, on se retrouve entre amis à Dubaï, profiter et tout. On passe 2 semaines à Dubaï, expérience incroyable, inédite, quelque chose de malade. Et c'était tellement incroyable que, en fait, je me suis dit, waouh, en fait, imagine vivre ici tous les jours. Imagine si vous pouvez vivre ici tous les jours. J'ai voyagé dans des dizaines de villes. J'ai fait tous les continents pratiquement maintenant, bon, sauf les États-Unis et les trucs là, comment on l'appelle? L'Asie. Mais en fait, j'avais jamais vu... Bon, Dubaï, c'est un peu l'Asie, hein, si je ne me trompe pas. Ah bon? Je sais pas. Et en fait, j'avais jamais profité, j'avais jamais aimé une ville à ce point. Tu vois, je me suis dit, ok, franchement, j'adore Dubaï, incroyable. Qu'est-ce que ça donnerait de venir vivre ici? Et donc, la raison pour laquelle moi, je n'étais pas dans le cliché là, en fait, c'est parce que la première fois, j'étais déjà parti à Dubaï en vacances et je n'étais pas venu pour louer une Lambo et prouver aux gens quoi que ce soit sur Internet. Donc, j'avais déjà les moyens d'aller à Dubaï en vacances avec des potes. Donc, en fait, j'avais rien à prouver à qui que ce soit, tu vois. Donc, pour moi, en fait, en revenant à Dubaï, c'était juste en mode, ok, j'ai envie de vivre dans ce pays-là, dans cette ville-là que j'ai adoré pendant que j'étais en vacances et j'ai envie d'être en vacances tous les jours de l'année, tu vois. Donc, let's go to Dubaï. Habibi, come to Dubaï. Et c'est comme ça, je rentre en novembre. En décembre, je prends la décision de partir à Dubaï. Sans aucune préparation. Je prends mes clics et claques, je prends un vol, direction Dubaï. Et c'est comme ça que je pars à Dubaï. C'est aussi simple. Ça n'a même pas été quelque chose, en fait, que j'ai planifié dans une année. Pourtant, en cette année-là, j'avais déjà fait un gros aménagement. J'étais déjà installé au Bénin, tout ça. Mais je me suis dit, ok, bah, tu kiffes Dubaï, bah, tu y vas. T'es jeune, c'est le moment de faire ce genre de truc. C'est pas demain quand tu auras des enfants que tu pourras le faire, tu vois. Et voilà, c'est comme ça que je suis parti. En fait, donc, je suis parti à Dubaï, d'abord sur un coup de tête, et secondo, parce que après avoir passé mes vacances là-bas en novembre passé, je me suis rendu compte que, en fait, Dubaï, c'était une ville, mais incroyable, tu vois. La sécurité, la propreté, l'infrastructure, il y avait trop de choses. Donc, moi, c'est ce qui m'a poussé à aller à Dubaï. Et c'est pourquoi, quand je suis allé à Dubaï, j'ai jamais ressenti le besoin de frustrer les gens sur Internet. Parce que j'avais rien à prouver, en fait. Et je m'en foutais parce que j'avais beaucoup de pression. C'est ce que les gens ne savent pas. La plupart des gens qui viennent à Dubaï, ils vont 2-3 jours, ils mettent tout leur argent. Et ils font croire aux gens qui sont là pour 100 jours. Ils font des photos dans tous les endroits. 2 jours après, ils sont repartis. Tranquille. Et moi, je vivais à Dubaï. J'étais dit, mon loyer à Dubaï, je payais 3 000 € de loyer. Tu vois, et 3 000 € de loyer, quand tu convertis en CFA, ça fait 2 millions de francs CFA. Donc,
Carré. Genre, juste ça, en fait, genre, j'avais plus rien à prouver parce qu'avec 3 000 euros, si je voulais faire des activités pour prouver aux gens que quoi que ce soit, Bien sûr. j'allais le faire. Bien sûr. Mais en fait, c'était Largement. tellement cliché que je me suis dit, pourquoi toi-même faire le truc et on te met aussi dans la case des case. gars et tout. Sinon, Exactement. arrivé à Dubaï, je pouvais aller louer Lamborghini, faire croire aux gens que c'est pour moi, faire la photo, hein, classe devant le truc et tout, le pont façon là, Oui. je veux qu'on mette ça au montage. Et en fait, j'aurais pu faire tous les trucs clichés. Ouais. Et j'ai rien fait de tout ça en fait. Hmm. Tous mes collaborateurs me disaient boss, franchement, est-ce que vous ne devrez pas Faire des petites frustrer un photos. peu, oui, faire plus de photos pour nous frustrer, pour frustrer un peu les gens sur la toile. Je dis, je suis pas un frustreur, c'est pas mon travail. Les gens avec qui je travaille, ils ne travaillent pas avec moi parce que je vis à Dubaï. Exactement. On avait des clients avant que je n'aille à Dubaï. Et on aura des clients même si je suis à côté de nous. Donc, Tout à fait. les gens ne m'achètent pas parce que je suis à Dubaï. Oui, moi j'ai voulu aller à Dubaï parce que j'avais envie d'aller à Dubaï. Mais je sais que les gens qui travaillent avec moi, c'est pas parce que je vis à Dubaï, tu vois. Oui, Dubaï, ça, ce truc, quand je suis parti à Dubaï, ça a fait un bruit, c'est clair. Mais je faisais déjà du bruit avant Dubaï. tu Ouais. vois. Avant Dubaï, j'étais déjà le gars qui voyageait, qui allait à Cape Town sur un coup de tête, il allait à Abidjan, il allait en Espagne, il allait... genre, j'avais déjà fait le tour de pas mal de pays et mon audience connaissait déjà mon niveau de vie avant Dubaï. Donc, pour moi, Dubaï, c'était pas vraiment le truc qui allait me créer quoi que ce soit, tu vois. C'est pourquoi j'ai jamais ressenti le besoin. Et je dois aussi donner les fleurs, encore une fois, aux personnes qui m'ont aidé à Dubaï à ne justement pas tomber dans ce genre de travers. Je pense à Vital Nouveau parce que Vital, c'est un très bon ami à moi que j'ai rencontré. J'avais même fait un podcast avec lui sur ma chaîne et tout. Et en fait, quand je suis arrivé, Vital, il vit à Dubaï depuis des années. Il m'a dit, Benny, ne tombe surtout pas dans le syndrome du nouveau riche. Les nouveaux riches à Dubaï, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont à Burj Khalifa tous les jours, ils font des photos, ils sont ici, ils sont là-bas, nanana. For instance, j'ai seulement une seule photo au Burj Khalifa. For instance. J'étais 3 jours après mon arrivée. Il n'y a plus de photos de moi au Burj Khalifa. La seule photo de moi que j'ai postée au Burj Khalifa, c'était la seule. Je n'ai plus posté une autre. Parce que je l'ai postée, après je l'ai rencontré. Il m'a dit, j'ai vu ta photo au Burj Khalifa, c'est bien. Ça va faire beaucoup de likes. Le post a fait plus de 60 000 vues sur LinkedIn. C'est bien. Ça te donne la fame. Mais en même temps, ça te rejette d'une certaine communauté. Parce que les anciens de la ville, quand ils voient ça, ils n'ont pas envie de traîner avec toi. Parce qu'ils savent que les vrais à Dubaï, ils ne fréquentent pas le Burj Khalifa. Quelqu'un qui vient à Dubaï, et ça, c'est un scoop que je vous donne. Quelqu'un qui vient à Dubaï et les photos qu'il pose, c'est au Burj Arab, au Burj Khalifa, sur les jet skis. C'est un visiteur de Dubaï. Les vrais riches de Dubaï, ils ne passent pas leur journée au Burj Arab. Ils ne passent pas leur journée au Burj Khalifa. Ils ne passent pas leur journée à aller manger dans les restaurants. Non, ils ne passent pas leur journée dans ça. Ils passent leur journée dans des endroits, mais tellement paradisiaques que, en fait, les nouveaux riches qui ont peu d'argent et qui viennent juste louer les petits trucs jet ski et tout pour influencer les jeunes qui n'ont rien à la tête sur Internet, ils ne peuvent même pas rentrer dans ce genre de quartier. En fait, c'est les quartiers dont on ne parle. Il y a des quartiers à Dubaï dont on ne parle pas sur Internet. Il y a des quartiers à Dubaï, quand tu visites, tu en parles sur Internet, tu t'attires des problèmes. Parce que c'est des quartiers où les millionnaires, les milliardaires de la ville vivent, résident. C'est des quartiers où quand tu sors, tu ne vois pas un seul chat au dehors. Tu ne vois pas moustique au dehors. Genre, c'est des quartiers. Mais en fait, quand tu es dans ce genre de quartier, tu vois la marina de loin. Tu vas downtown de loin. Et tu vois, c'est des quartiers où il y a des fontaines, il y a des jardins, les enfants jouent. C'est convivial. C'est un niveau de vie que tu ne peux jamais voir au centre de Dubaï. Mais ces quartiers-là, je ne peux même pas appeler le nom parce que les gens qui sont dans ces quartiers-là ne veulent pas que ces quartiers soient connus, soient sur la toile. Donc, quand toi, tu viens à Dubaï, le touriste, tu vas faire le tour. Burj Khalifa, je suis venu à Dubaï. Fais bien crier. C'est le syndrome du nouveau riche. Tu vas parler, tu vas impressionner les nouveaux, les jeunes à qui tu as envie de vendre une formation. Ok, c'est bien. Mais les vrais riches qui peuvent t'apprendre comment créer de vraies richesses, investir dans les vrais trucs, etc. Quand ils voient ça, c'est cliché pour eux. Ils ne veulent pas traîner avec ça. Ils ne veulent pas mélanger leur image avec ça. Tu vois. Et moi, j'ai rencontré des gars à Dubaï qui, sans travail chaque mois, gagnaient 100 000, 200 000, 300 000 euros parce qu'ils ont des investissements de malades sans travailler. Donc, en fait, il y a des gens dans la vie, quand tu rencontres, d'abord, tu es humble, tu deviens humble. Clairement. Et secondo, tu comprends qu'en fait, tu es un pauvre type. On est tous des pauvres types. C'est pas parce que tu as gagné 100 000 euros en un mois que tu es riche. Non, 100 000 euros, c'est comme il y a des gens qui ne travaillent pas. Toi, tu fais ça pour gagner ça. Mais il y a des gens qui ne travaillent pas et gagnent ça. Tu vois. Donc, moi, c'est des choses qui m'ont donné du recul. Donc, c'est la raison, c'est à cause de toutes ces raisons que ma communication, depuis que j'ai commencé à vivre à Dubaï, elle n'a jamais été très, très flashy, quoi. Tu vois, elle n'a jamais été très, très, très flashy. Je comprends. Et non, ça, c'est très bien. Et c'est l'une des choses sur lesquelles je voulais surtout te jeter des fleurs parce que la communication, franchement, tu es allé à Dubaï, mais sans y aller, quoi, tu vois.
Et tu es resté très, très, très soft. Parce que tu vois, ça inspire une certaine classe. Tu vois, un peu. Voilà. Et quand tu es venu, c'est d'ailleurs toi qui m'as dit, ah ouais, Meryl, il faut que tu y ailles, ce serait vraiment bien pour toi, ça va t'ouvrir les yeux sur certaines choses. Sinon, moi, j'étais vraiment dans mon truc là de cliché. Je ne veux même pas, tu vois, je veux même pas y mettre les pieds pour qu'on m'associe une seule seconde. En fait, mais c'est la manière dont tu l'as fait qui m'a montré que, ah non, c'est possible en fait d'y aller et tout. Et d'en tirer les bénéfices, enfin les vrais bénéfices en fait, au-delà de simplement vouloir frustrer les gens. Frustrer les gens. En vrai. Parce que la plupart des gens qui vont à Dubaï 3 jours, c'est juste pour frustrer les gens, Ouais, tu mais vois. tu vois, Et tu ne vas pas dans un pays en vrai pour 3 jours. Boudonnant, oui, en fait, c'est ça, en fait, tu vois. Et c'est ce C'est que moi clair. je te disais en te disant que va pas à Dubaï pour Internet, va pas à Dubaï pour frustrer quelqu'un ou pour prouver quoi que ce soit à quelqu'un. Va à Dubaï pour ce que Dubaï peut t'apporter. Va à Dubaï pour l'ouverture d'esprit que ça peut t'apporter. Tout à fait. Va à Dubaï pour les gens que tu peux rencontrer à Dubaï. Va à Dubaï pour le réseau que tu peux te faire, pour ce que tu peux apprendre. Va à Dubaï pour ça. Tu peux partir à Dubaï sans même communiquer dessus. Bien sûr. Tu peux bien partir à sûr, Dubaï et c'est seulement les gens qui suivent tes stories qui savent que tu es parti à Dubaï. Bien sûr. Tu peux partir à Dubaï sans forcément aller te classer devant le Burj Khalifa et faire une belle photo. Tu vois. Tu peux partir à Dubaï sans forcément faire tout ce qui est cliché. Bien Moi, sûr. je te dirais aujourd'hui, Meryl, si tu vas à Dubaï, ne fais pas de photos au Burj Khalifa. Parce que tout le monde le fait. Bien Et sûr. tu te différencies. Tu vas à Dubaï, ne fais pas de photos au Burj Al Arab. Genre, en fait, c'est classique, c'est cliché. En fait, quand tu vas à Dubaï, va dans des quartiers dont je vais te donner le nom en off. Oui. Fais des photos dans ce genre de quartier. Tu envoies un signe de richesse qui est plus élevé que les petits jeunes qui veulent juste devenir riches ne peuvent pas comprendre. Et l'avantage avec ça, c'est que, d'abord, ces jeunes-là, ils vont voir qu'en fait, ta façon de faire les choses est différente. Mais ce qui est important, c'est que les vrais riches, qui peuvent t'ouvrir les portes, qui peuvent te dire, on te confie tel marché de e-commerce, de whatever, et tout, tu te mets à gérer des deals de milliards. En fait, ces vrais riches-là, quand ils vont te voir dans ce genre de truc, ils vont dire, ouais. Moi, en fait, il y a, par exemple, il y a un endroit que j'avais visité, je ne vais pas dire une île, mais il y a une plage privée, façon que j'avais visité juste à côté de la marina. Quand j'ai fait la photo, déjà, c'est un endroit très privé, il faut avoir des autorisations pour y aller, c'est parce que j'étais accompagné avec un certain nombre de personnes. Oui. Et j'ai fait des photos dans ce genre d'endroit, j'ai posté, mais en fait, ce genre de photos m'ont rapporté plus de crédibilité. Photo Burj Khalifa. Burj Khalifa, Tu vois, effectivement. donc moi je suis vraiment en mode qu'est-ce qu'on veut en fait? Est-ce que c'est juste impressionner les gens Impressionner les gens. et partir, mais où en fait vraiment on veut construire quelque chose de bien, de profond en fait, tu vois. Tout à fait. Ah, c'est très important ce que tu viens de dire. Bon, on n'incrimine pas ceux qui le font. En vrai, Non, chacun fait ce du qu'il tout, veut. chacun fait ce qu'il veut. Chacun ce fait qu'il ce veut. C'est avec juste- quoi il a est à envie d'être l'aise, associé, quoi, il est à tu l'aise, vois. c'est clair. Je pense que c'est le plus important. Donc, on arrive à la fin de notre podcast. Quel est ton mot de fin pour les jeunes qui nous suivent aujourd'hui, pour les gens qui observent de loin Benito Osso et qui veulent devenir comme Benito Osso? Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? Très belle question. C'est une question que je ne reçois pas souvent. Je dirais, déjà, personne ne peut devenir comme moi ou comme toi. On est unique. Mais pour les personnes qui aspirent à avoir un parcours inspirant et potentiellement réussi dans la vie comme on a réussi dans la vie, je dirais de beaucoup travailler. Et il y a Kobe Bryant qui dit quelque chose qui dit « Don't rest in the middle, rest at the end ». Ce qui veut dire « Ne te repose pas au milieu, repose-toi à la fin ». Je donne un petit exemple. Depuis qu'on a commencé les travaux pour le studio, j'ai plus vraiment tenu une seule de mes routines et reposé d'une façon ou d'une autre jusqu'au jour où je suis en train de te parler. Elle est peut-être certainement 22h, 23h pendant qu'on est en train de finir ce tournage. 23h40. 23h40. Juste pour vous. Voilà. Abonnez-vous au passage parce que là... On tourne à 23h40. Ouais. Et moi, je suis habitué parce que par exemple, quand j'étais à Dubaï, j'ai appris que Yomi, généralement, il venait tourner à 19h, finissait à minuit. Tu vois. Donc, généralement, moi-même, j'allais le soir, je charbonnais toute la journée, j'allais le soir à 19h à minuit. Tu vois. Donc, je suis habitué à tourner un peu tard. Et en fait, ce que je veux dire en disant ça, c'est que là, avant de quitter la maison, j'ai mangé, mon cuisinier m'a fait à manger, j'ai mangé avant de quitter la maison. Mais c'est ce sur quoi je suis resté toute la journée. Et toute la journée, j'étais là parce que les clients devaient passer, tourner, on devait gérer ça, gérer des fichiers perdus, gérer des trucs. J'ai bossé toute la journée. Quand tu es venu, tu as dit, OK, on doit faire le podcast. J'ai dit, je suis en train de partir, je repars à Dubaï demain, je repars à Dubaï le dimanche. Je dis, si je repars à Dubaï le dimanche et que tu veux le contenu et tout, etc., c'est mieux qu'on le fasse avant que je ne parte et tout, tranquille. Donc, je suis fatigué et tout, mais je suis allé me débarbouiller, je me suis posé, on fait le tournage. Parce que, I don't wanna rest, je ne veux pas me reposer au milieu, je veux me reposer à la fin. Donc, malgré que je suis arrivé à un certain niveau aujourd'hui, j'ai construit des trucs, j'ai accompli des trucs, etc., je continue de me sacrifier plus que tout le monde.
Tu vois? Et donc, première chose que moi je dirais, c'est que si vous n'aimez pas le travail bien fait, le travail de qualité, et vous n'avez pas le sens de sacrifice, cette capacité-là de vous réveiller à 7 heures, de travailler jusqu'à minuit, avoir faim, supporter la faim, travailler, grind, ne jamais vous plaindre, vous dire que tant que ce n'est pas fini, je ne peux pas rentrer à la maison. Déjà, en fait, 50% de ce qu'il faut pour le succès, vous n'allez pas y arriver. C'est mort. Parce qu'aujourd'hui, toi et moi, on côtoie des gens qui sont millionnaires, multimillionnaires, des milliardaires, qui tous les jours se réveillent, sont en train de bosser. Bien sûr. Ils bossent même plus que toi qui veut réussir. Bien sûr. Donc je suis en mode, donc si toi tu veux réussir, en fait. Et des gens qui ont déjà réussi travaillent plus que toi, ça veut dire qu'en fait, tu n'as même pas idée de la quantité de travail qu'il faut. Donc, premièrement, moi, ce que je dirais, c'est le travail. Et pas de repos. En fait, moi, j'avais un grand frère avant qui me disait, pourquoi je vais me reposer quand je vais mourir, je vais reposer tout le reste du temps. Tu vois? Donc, franchement, moi, si vous avez moins de 30 ans, vous n'avez pas droit au repos. Au-delà de 30 ans, vous pouvez maintenant, vous êtes millionnaire, vous pouvez maintenant commencer par dire, ouais, franchement, je veux travailler 2 fois par semaine, une fois par semaine. Mais cool. Voilà, cool. Avant 30 ans, c'est no rest, en fait. On charbonne jusqu'à la mort. Maintenant, si tu es millionnaire en dollars, la conversation est autre. Merci. Première chose que je peux dire. Deuxième chose que je peux dire, c'est soyez passionné. Ne suivez pas les vagues, les tendances. Chaque année, il y aura toujours des tendances. Je me rappelle, dans ce pays, c'était ICC, tout le monde voulait investir, donner son argent. Même mon père a fait ça. Tout le monde voulait donner ses économies. Ah ouais. Oui, et puis ça va le rendre riche. Tout le monde voulait faire ça. Ça ne marche jamais, ces trucs. E-commerce est tendance, c'est pas pour ça que tu vas faire e-commerce. Closing est tendance, c'est pas pour ça que tu vas faire closing. Trading est tendance, c'est pas pour ça que tu vas faire trading. Par quoi tu es passionné? Qu'est-ce que toi tu aimes? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime la com? Dans la com, tu aimes la vente. Vends dans la vente. Tu aimes l'e-commerce, vends dans l'e-commerce. Tu aimes le trading, vends dans le trading. Peu importe ce que tu aimes, va dans cette chose-là et donne-toi à cette chose. Et seulement si tu te donnes à cette chose, que tu vas devenir tellement bon que tu vas faire de l'argent. Les gens vont se dire c'est incroyable. Il y a une dame qui est devenue multimillionnaire. Elle nettoie le sol. Elle est devenue tellement bonne à nettoyer le sol qu'elle a écrit un livre sur comment nettoyer le sol. C'est pas fini. Il y a une dame qui plie des vêtements. Je me rappelle plus son nom, c'est une chinoise. Elle est devenue tellement forte. Elle a tellement la passion dans comment plier des vêtements qu'elle est devenue tellement forte dans ça qu'aujourd'hui, en fait, elle a écrit des livres sur comment plier des vêtements. Elle gagne des millions. On peut gagner des millions en faisant tout. Ouais. Et ça, c'est très important. Donc, aussi. Pour moi, c'est vraiment les 2 conseils que je peux donner. Et voilà, si vous êtes e-commerçant, suivez Meryl, c'est cool. Ok, ça marche. C'est tout. Et merci beaucoup à Benny de t'être prêté au jeu de l'interview, ce podcast. Merci aussi à l'équipe, à Juste et à Jérémy qui sont derrière la caméra et qui nous suivent parce que là, il est 23h40 minuit. Ils auraient pu être avec leur chérie là-bas, mais ils sont avec nous ici. Avec le femme. Et merci beaucoup à toute l'équipe. Donc, merci à toi, Benny. La révolution est en marche. Let's go.